Vous suivez l'actualité d'Atlas depuis un moment. Vous savez que c'est le troisième visiteur interstellaire repéré. Vous savez qu'il est gigantesque, ultra rapide et franchement bizarre. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est ce qui va se passer le 29 octobre. Dans à peine plus de 4 semaines, Atlas va s'éclipser derrière le Soleil, invisible pour tous les télescopes de la planète. Et d'après l'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, ce n'est pas un hasard. C'est une aubaine. L'occasion idéale pour profiter de la gravité solaire afin de se propulser en orbite permanente, se piégeant ainsi pour toujours dans notre système solaire. Et là, ça devient complètement dingue. Ces dernières 48 heures, de nouvelles données ont émergé. La masse, au minimum 33 milliards de tonnes, bien plus imposante que prévu. La composition chimique qui défie toutes les lois connues. Et cette lueur verte dont tout le monde parle, elle s'est produite pile au moment où c'était censé être impossible. On vient d'examiner en détail l'interview complète de Loeb, celle où il décortique chaque anomalie, chaque improbabilité statistique, chaque indice suggérant que ça pourrait ne pas être ce qu'on nous raconte. On va disséquer précisément ce qu'il avance, ce que révèlent vraiment les observations, et ce qui risque d'arriver quand Atlas s'effacera dans 29 jours. Parce que vous voyez ça comme une simple comète farfelue ou une intervention bien ciblée, un fait reste incontestable. Le 29 octobre marque le tournant décisif. La fenêtre pour une manœuvre, le point de non-retour, et on va expliquer pas à pas pourquoi Loeb vous conseille de programmer vos congés avant cette date fatidique. Allons-y. Mais avant, si vous kiffez ces analyses en profondeur, likez la vidéo, abonnez-vous, et dans les commentaires, dites-moi d'où vous regardez, quelle heure il est chez vous, et le truc le plus chelou qui vous soit arrivé un jour. Chapitre 1. Le 29 octobre bouleverse tout. Commençons par ce que Avi Loeb a vraiment déclaré dans cet entretien, car son entrée en matière révèle tout de sa démarche. Il ne verse pas dans les suppositions hasardeuses. Il n'évoque pas d'emblée l'hypothèse extraterrestre. Il part d'un chiffre, 20 km. C'est la taille qu'il avait d'abord estimée pour Atlas, d'après sa brillance au moment de sa découverte initiale. 20 km de diamètre. Pour vous donner une idée, c'est plus grand que l'île de Manhattan. C'est 2 fois la dimension de l'astéroïde qui a percuté la Terre il y a 66 millions d'années, balayant les dinosaures. C'est colossal pour un objet qui aurait été éjecté d'un autre système stellaire et qui vagabonde dans la galaxie depuis des lustres. Et voilà où l'esprit de Loeb file droit vers les probabilités. Il explique, écoutez, on sait à peu près la quantité de matière rocheuse qui traîne dans l'espace interstellaire. On peut l'évaluer en observant les zones de formation d'étoiles, en s'appuyant sur les modèles de jeunesse planétaire, en comptant les éléments lourds qui flottent là-haut. Et quand on fait le calcul, quand on évalue la fréquence à laquelle un caillou de cette envergure devrait croiser par hasard notre système solaire interne, on aboutit à un résultat. Une fois tous les 10 000 ans. Une fois tous les 10 000 ans. Et nous, on scrute systématiquement les objets interstellaires depuis quoi, une décennie? Un chouïa plus si on remonte aux années pré-techno pour les identifier vraiment. Une décennie de recherche et on déniche un truc qui ne devrait surgir qu'une fois par millénaire. Ces chances sont, pour le dire doucement, loufoques. Mais Loeb creuse plus loin. Il souligne qu'on avait déjà détecté 2 objets interstellaires avant Atlas. Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Les 2 étaient minuscules. Oumuamua faisait peut-être 100 mètres de long, à peu près la taille d'un terrain de foot. Borisov était dans le même genre, quelques centaines de mètres, des tailles standards si on peut qualifier de normales quoi que ce soit venant d'un autre système stellaire. La répartition des objets spatiaux suit un schéma clair. Il y a infiniment plus de petits rochers que de gros. C'est la physique de base. Quand les planètes se forment, quand les systèmes stellaires expulsent de la matière dans l'espace interstellaire, on obtient des milliards de graviers pour chaque rocher, des milliards de rochers pour chaque montagne. Donc, en termes de stats, on devrait repérer une foule d'objets interstellaires étriqués avant d'en apercevoir un géant. Loeb estime qu'on aurait dû découvrir autour de 100 000 objets de la taille d'Oumuamua avant de tomber sur un mastodonte comme Atlas. 100 000, et on n'en avait que 2 à notre actif. Bien sûr, on pourrait objecter que nos outils de détection favorisent les plus gros. Peut-être que les petits passent inaperçus et qu'Atlas a été le premier visible car il brille et se repère facilement. Ce serait un argument valable, sauf pour un détail. Atlas n'était pas censé être aussi lumineux à la distance où on l'a détecté. Quand il a été aperçu pour la première fois le 1er juillet 2025, il se trouvait au-delà de l'orbite de Jupiter, loin dans le vide, où la lumière du Soleil est pâle et où les objets paraissent généralement ternes.
La plupart des comètes à cet éloignement sont quasi invisibles. Elles sont gelées, inactives, de simples amas de glace et de pierre qui dérivent dans le froid. Elles ne déploient leur chevelure emblématique, ce nuage luminescent de gaz et de poussière, qu'en s'approchant bien plus du Soleil, souvent à l'intérieur de l'orbite de Mars. Pourtant, Atlas rayonnait, et pas qu'un peu. Il était assez éclatant pour être détecté sans peine étonnamment lumineuse, si éclatante que les premières estimations la supposaient immense pour réfléchir autant de lumière solaire. C'était comme observer un réverbère s'allumer au cœur de l'Antarctique. Elle n'était pas censée faire ça si tôt. Lowe en parle dans l'entretien. Il explique que les comètes ont généralement besoin d'approcher à environ 5 unités astronomiques du Soleil. C'est 5 fois la distance Terre-Soleil avant que le rayonnement solaire ne soit assez fort pour faire fondre la glace et déclencher la dégazage qui les rend visibles. Jupiter se trouve à plus de 5 unités astronomiques. Pourtant, Atlas brillait déjà quand elle était encore plus éloignée que ça, plus loin qu'il n'aurait dû. Sauf si, et c'est l'un des premiers endroits où l'hypothèse de technologie extraterrestre surgit, sauf si elle n'était pas chauffée par le Soleil du tout, sauf si elle générait sa propre lumière. Mais ne brûlons pas les étapes. Suivons l'argument de Lowe pas à pas, car c'est là que les éléments s'accumulent. C'est là que les hasards commencent à se multiplier jusqu'à ce qu'on se demande si le mot « hasard » est vraiment approprié. Le point suivant soulevé par Lowe concerne la trajectoire. Et c'est là que l'argument du réglage fin prend vraiment forme. Quand un objet interstellaire pénètre dans notre système solaire, il peut venir de n'importe quelle direction, sous n'importe quel angle. Rien ne l'oblige à se soucier du plan de l'orbite de notre planète. C'est la géométrie de notre système solaire, pas la leur. Un objet venu d'une autre étoile devrait arriver avec une inclinaison aléatoire, une orientation hasardeuse, totalement indépendante de notre plan écliptique. Mais Atlas ne fait pas ça. Atlas suit un chemin aligné avec le plan écliptique à moins de 5 degrés. 5 degrés près, c'est presque plat. C'est quasiment synchronisé à la perfection avec les orbites de la Terre, Mars, Vénus, Jupiter, toutes les planètes intérieures. Lowe indique que la probabilité aléatoire d'un tel événement est de 1 sur 500. 1 sur 5 cents. Pas impossible, mais inhabituel. Suffisamment rare pour attirer l'attention. Suffisamment rare pour susciter des interrogations. Mais ça va plus loin, car Atlas ne se contente pas d'être aligné avec le plan. Sa trajectoire l'amène près de plusieurs planètes. Vraiment près. Le 3 octobre, dans quelques jours seulement à partir de cet enregistrement, Atlas passera à 29 millions de kilomètres de Mars. C'est proche, en termes astronomiques. Suffisamment proche pour que l'orbiteur de reconnaissance martienne de la NASA tente de l'imager avec la caméra IRISE. Et ça ne s'arrête pas là. Atlas effectue aussi des survols relativement serrés de Vénus et de Jupiter, les 3 planètes, tous au moment de leurs orbites où le timing coïncide pile avec le passage d'Atlas. Lowe a calculé ces chiffres aussi. Il a évalué la probabilité combinée qu'un objet interstellaire sur une trajectoire aléatoire passe aussi près qu'Atlas de Jupiter, Mars et Vénus, au moment où elles se trouvent aux bonnes positions orbitales. Le résultat, 1 sur 20 000. 1 sur 20 000. Prenez un instant pour y réfléchir. On ne parle plus d'un seul hasard. On parle de plusieurs hasards qui s'empilent les uns sur les autres, avec la taille, la luminosité à une distance où elle ne devrait pas briller. L'alignement avec le plan écliptique, les passages serrés près de 3 planètes différentes chacun pris isolément pourraient s'expliquer par le pur hasard, mais ensemble. Lowe fait une comparaison dans l'entretien. Il dit, vous pouvez soutenir que chaque détail isolé n'est qu'une coïncidence. La trajectoire est aléatoire. Elle se trouve juste alignée. Les survols sont de la chance. Le timing a simplement marché. Mais à un moment donné, quand vous obtenez des 6 à répétition sur les dés, vous commencez à vous demander si les dés ne sont pas pipés. Et puis il lâche la bombe. Le fait qui, s'il est vrai, serait la preuve la plus accablante d'une intention délibérée. Atlas atteint son point le plus proche du Soleil, son périhélie, le 29 octobre. Et ce jour-là, la Terre sera exactement de l'autre côté du Soleil. On ne pourra pas la voir. Tous les télescopes terrestres auront le Soleil pile entre nous et Atlas. Elle sera en conjonction solaire, totalement masquée. Lowe affirme, ça pourrait être intentionnel. Ce serait le moment idéal pour une manœuvre. Si vous vouliez utiliser la gravité du Soleil pour ralentir, modifier votre trajectoire, vous insérer en orbite autour du Soleil sans être observé, ce serait l'occasion, derrière le Soleil, hors de vue. Il appelle ça une manœuvre de fronde solaire inversée.
Habituellement, les sondes spatiales exploitent l'effet de fronde pour accélérer. Vous allumez vos moteurs quand vous allez le plus vite, quand vous êtes le plus près d'un objet massif comme le Soleil, car là, une petite poussée donne le plus grand changement de vitesse. Mais on peut l'inverser. On peut activer les moteurs pour décélérer, dissiper de la vitesse, se laisser capturer par la gravité en orbite. Et si Atlas faisait ça, si elle opérait cette manœuvre le 29 octobre, pendant qu'on ne peut pas l'observer, elle pourrait se piéger définitivement dans notre système solaire. Elle ne traverserait pas simplement et repartirait comme un objet interstellaire ordinaire. Elle resterait en orbite autour du Soleil, qui boucle sa trajectoire en s'attardant indéfiniment dans notre coin de galaxie. L'eau souligne que l'instant précis d'arrivée au périhélie, juste au moment où il est masqué par rapport à la Terre, ajoute une couche supplémentaire d'improbabilité. Si l'on modifiait légèrement la vitesse d'Atlas ou si l'on décalait son arrivée de quelques semaines en avance ou en retard, les chances qu'il atteigne le périhélie exactement quand la Terre se trouve de l'autre côté du Soleil seraient minces. Pas impossible, mais minces. Encore un élément qui s'aligne un peu trop idéalement. C'est là que l'eau aborde les conséquences. Il déclare, regardez, si c'est une technologie extraterrestre, alors elle choisit le moment idéal pour agir. Le point optimal pour une manœuvre de freinage, c'est au périhélie, quand on est le plus près du Soleil et que la gravité est à son maximum. Et c'est occulté par le Soleil lui-même depuis notre point de vue. Ce n'est pas seulement astucieux sur le plan tactique. C'est le genre de choses qu'on ferait si on ne voulait pas être surpris en train d'ajuster sa trajectoire. Pourtant, il reste prudent, en présentant cela comme une hypothèse plutôt qu'une certitude. Il emploie des expressions du type « cela pourrait être » ou « si c'était technologique » et « cela permettrait ». Il dépeint un scénario, examine une idée, mais le sous-entendu est évident. L'ensemble est trop bien orchestré. Le timing est trop commode. La trajectoire est trop précisément ajustée. Et ce n'est que le début de son raisonnement. Ça ne couvre que les aspects orbitaux. Il n'a même pas encore évoqué les observations visuelles. Les irrégularités chimiques, les détails repérés par Hubble, Webb et tous les autres télescopes qui suivent cet objet depuis 3 mois. Mais déjà, rien qu'avec la trajectoire, on comprend pourquoi l'eau estime que cela mérite une attention sérieuse, pourquoi il suggère au moins d'envisager que ce ne soit pas un simple glaçon cosmique errant, mais quelque chose doté d'une intention. Chapitre 2. Plus grand que Manhattan. Approfondissons donc ce dossier de la taille, car il ne s'agit pas seulement qu'Atlas soit imposant. C'est ce que cette envergure implique pour notre vision de la conduite des objets interstellaires, de leur fréquence attendue et de ce qu'on aurait dû repérer bien avant de tomber sur un mastodonte pareil. Quand l'eau évoque l'estimation de 20 km dans son entretien, il s'appuie sur ses premiers calculs de luminosité. La méthode pour évaluer la taille d'un objet lointain est assez basique en théorie. On mesure la quantité de lumière solaire qu'il renvoie. On suppose le degré de réflexion probable de sa surface, ce qu'on appelle l'albédo. Et on remonte en sens inverse pour déterminer sa dimension nécessaire pour générer cette quantité de lumière réfléchie. Pour Atlas, ces estimations préliminaires donnaient systématiquement 20 km. Et l'eau a tout de suite vu le souci. Pas parce que 20 km est inconcevable pour une comète. On en connaît de cette taille dans notre système solaire. Mais parce que dénicher un visiteur interstellaire de cette ampleur si tôt dans nos recherches contredit la répartition prévue. Voilà le truc avec les débris spatiaux. Qu'il s'agisse d'astéroïdes, de comètes, de cailloux interstellaires ou quoi que ce soit, ils obéissent à une loi de puissance en termes de distribution. Autrement dit, pour chaque gros objet, il y en a exponentiellement plus de petits. Si on a un rocher de 10 km de diamètre, il y en a peut-être 100 de 1 km, 10 000 de 100 mètres et 1 million de dixièmes. Les chiffres explosent à mesure qu'on descend en taille. Ce schéma se retrouve partout dans la nature. C'est ainsi que varient les cratères lunaires. C'est la répartition des magnitudes sismiques. C'est l'organisation des populations urbaines. Les grosses choses sont rares. Les petites pullulent. L'univers ne fabrique pas autant de montagnes que de graviers. Du coup, quand l'eau a modélisé les objets interstellaires, il anticipait que cette règle s'appliquerait. Et si c'est le cas, si la distribution suit la même loi de puissance observée ailleurs, alors on devrait être submergé par de minuscules intrus interstellaires avant de repérer un géant. On aurait dû inventorier des milliers, voire des dizaines de milliers d'objets de la taille des Oumuamua ou ces rochers de l'échelle des 100 mètres avant d'avoir la chance d'apercevoir une comète de 20 km. Mais non. On n'en avait recensé que 2. Oumuamua et Borisov, tous deux modestes, dans la fourchette de 100 à quelques centaines de mètres.
Et puis vlan, Atlas débarque. Et il pourrait être 100 fois plus large en diamètre, ce qui équivaut à des milliers de fois plus volumineux en masse. Lowe le mentionne dans l'interview. Il dit, compte tenu du réservoir limité d'éléments lourds dans l'espace interstellaire, on aurait dû détecter environ 100 000 objets interstellaires de l'échelle des Oumuamua avant de trouver Atlas. 100 000. Et on n'en avait repéré que 2 auparavant. C'est là que l'argument se diversifie. On peut interpréter cette incohérence de plusieurs manières. Peut-être que nos techniques de détection sont nullement adaptées pour capter les petites choses et qu'on ne attrape que les gros objets brillants. C'est envisageable. Les télescopes ont leurs limites. Les roches sombres et minuscules sont difficiles à discerner. Ou peut-être que les estimations mon estimation initiale de la taille était erronée. Peut-être que l'Atlas ne mesure pas vraiment 20 km de diamètre. Peut-être que la luminosité qu'on observait provenait d'autre chose qu'un noyau solide géant réfléchissant la lumière du Soleil. Peut-être qu'il était enveloppé d'un immense nuage de gaz et de poussière qui le faisait paraître plus vaste et plus éclatant qu'il ne l'était en réalité. Et il s'avère que cette seconde hypothèse colle mieux à ce qu'on considère désormais comme la vérité. Des observations plus récentes, surtout celles du télescope spatial Hubble, ont affiné cette évaluation de manière substantielle. Fin août, les données de Hubble indiquaient que la limite supérieure du diamètre de l'Atlas avoisinait les 5,6 km. Toujours imposant, bien plus grand que les précédents visiteurs interstellaires, mais pas 20 km. Pas de la taille de Manhattan. 5,6 km, c'est plus plausible. Ça reste inhabituel, plus volumineux que ce qu'on anticiperait si tôt dans l'histoire, mais ça cadre avec un comportement naturel pour une comète. Ça ne fracasse pas complètement le modèle statistique comme le ferait un objet de 20 km. Mais voilà que les choses deviennent passionnantes une fois de plus. Car cette semaine, au cours des dernières 48 heures, de nouvelles données ont émergé, compliquant à nouveau toute l'affaire. Lowe et son équipe ont diffusé une analyse inédite, pas encore validée par les pairs, examinant la trajectoire de l'Atlas avec une précision remarquable. Ils ont rassemblé des infos issues de 227 observatoires à travers le globe, plus de 4000 mesures individuelles étalées sur plusieurs mois. Et ils ont déterminé précisément comment l'Atlas se déplaçait dans l'espace. Ce qu'ils ont découvert, c'est que l'Atlas présente quasiment aucune accélération non gravitationnelle. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est crucial. Quand une comète s'approche du Soleil et commence à se réchauffer, la glace de sa surface se sublime. Elle passe directement de l'état solide à gazeux, et ce gaz jaillit dans le vide spatial. Lorsque ce gaz s'échappe d'un côté de la comète, ça fonctionne comme un petit moteur fusée. Ça propulse légèrement l'objet, modifiant sa voie d'une façon que la gravité seule ne saurait expliquer. Les astronomes nomment cela accélération non gravitationnelle, et c'est l'une des marques distinctives des comètes actives. On peut la quantifier en suivant la position d'une comète au fil du temps et en la confrontant à l'emplacement théorique dicté uniquement par la gravité. Si la comète dévie un peu, si elle avance ou recule par rapport à la trajectoire gravitationnelle pure, ça révèle que les dégazages la déstabilisent. D'après cette analyse fraîche, l'Atlas n'en montre presque pas. Sa position colle à une trajectoire strictement gravitationnelle dans des marges ultra serrées. La limite supérieure de son accélération non gravitationnelle est inférieure à 15 mètres par jour au carré. C'est minuscule. Bien en deçà de ce qu'on attendrait d'une comète qui dégaze activement. Et on sait que l'Atlas dégaze, le télescope spatial Webb l'a scruté le 6 août et a quantifié le gaz émis par sa surface. Le taux de perte de masse atteint environ 150 kg par seconde, c'est une quantité considérable de matière. Suffisante pour générer une poussée mesurable. Assez pour altérer visiblement la trajectoire de la comète. Alors, pourquoi ça ne l'altère pas? Pourquoi l'Atlas se comporte comme si la gravité était sa seule influence, alors qu'il éjecte clairement du gaz dans l'espace? La réponse de Lowe est directe. Il est trop massif. Si l'Atlas est suffisamment lourd, si son poids est élevé, alors la poussée due au dégazage ne le déplace guère. C'est comme tenter de déplacer un paquebot de croisière avec un souffleur à feuilles. La force existe, mais la masse est telle que l'accélération reste insignifiante. Du coup, ils ont calculé. Compte tenu du taux de dégazage observé et de l'absence d'accélération non gravitationnelle détectable, quelle est la masse minimale de l'Atlas? Le résultat obtenu est de 33 milliards de tonnes. 33 milliards de tonnes. C'est la borne inférieure. L'Atlas doit peser au minimum autant. Sinon, on verrait les jets de gaz le dévier.
Et s'il pèse 33 milliards de tonnes, en supposant qu'il soit composé de roches et de glace avec une densité comparable à celle d'autres comètes, on peut estimer un diamètre minimal, il dépasse les 5 km, et potentiellement bien plus selon sa densité réelle. On revient donc à un objet imposant, pas 20 km sans doute, mais clairement dans la catégorie des grands. Assurément plus massif que tout autre objet interstellaire repéré jusqu'ici. L'eau souligne que cela rend l'Atlas de 3 à 5 ordres de grandeur plus lourd que Oumuamua ou Borisov. Soit un facteur de 1000 à 100 000 fois plus lourd. Et ça nous ramène au problème statistique initial. Si l'Atlas est vraiment aussi massif, le détecter si tôt dans notre recensement des objets interstellaires représente, selon les termes de l'eau, une anomalie majeure. C'est comme lancer une pièce et obtenir pile 1000 fois de suite. Possible? Théoriquement, oui. Probable? Absolument pas. Mais il y a une autre lecture du chiffre de 33 milliards de tonnes. Une autre option que l'eau évoque sans s'y engager pleinement dans l'interview. Et si l'Atlas n'était pas un bloc de roche solide? Et s'il était creux? Et s'il s'agissait d'une enveloppe, d'une structure avec beaucoup de volume mais peu de masse par unité de volume? Si vous conceviez un vaisseau spatial apte à voyager entre les étoiles, vous ne le feriez pas en métal plein. Il serait d'une masse colossale. Extrêmement coûteux en énergie pour l'accélérer ou le ralentir. On concevrait une coque, une enveloppe extérieure fine remplie de vide à l'intérieur. C'est ainsi que l'on fabrique les navires sur Terre. C'est aussi la méthode employée par la nature. Les os sont creux. Les tiges des plantes le sont également. C'est une approche efficace pour obtenir de la solidité sans ajouter de poids inutiles. Une structure creuse mesurant 10, 15 voire 20 km de diamètre pourrait sans peine peser 33 milliards de tonnes si l'enveloppe était suffisamment épaisse. Et vue de l'extérieur, elle ressemblerait à un immense bloc compact. Elle renverrait la lumière du soleil comme une grosse pierre, mais sa masse ne correspondrait pas à celle d'un tel rocher si on la mesurait précisément. L'eau n'aborde pas cela de manière directe dans l'interview. Il tourne autour du pot. Il évoque comment il ne faut pas se fier aux apparences, comment la composition chimique de la surface d'Atlas, avec son CO2 et sa glace d'eau détectée, pourrait n'être que des dépôts accumulés sur son extérieur lors de son voyage à travers l'espace intersidéral. Du givre sur un pare-brise, en somme. Mais l'allusion est claire. Si l'on accepte l'hypothèse que Atlas pourrait être d'origine technologique, alors cette masse de 33 milliards de tonnes cesse d'être une énigme pour devenir un indice précieux. C'est lourd, mais pas autant qu'un bloc solide de cette taille le serait. C'est assez massif pour résister aux poussées dues aux dégazages observés, mais suffisamment léger pour imaginer qu'il a été fabriqué plutôt que formé par des processus naturels. Et c'est là que l'argument de l'eau commence à ressembler moins à une preuve isolée qu'à un réseau d'anomalies liées entre elles. La taille est bizarre. La trajectoire est bizarre. Le timing est bizarre. L'absence d'accélération non gravitationnelle malgré les dégazages visibles est bizarre. Chacune de ces particularités prises séparément ne démontre rien. Mais ensemble, elles esquissent le portrait d'un objet qui ne cadre pas vraiment avec les normes habituelles. L'eau reconnaît cette ambivalence. Il affirme que la possibilité la plus probable reste qu'Atlas est un objet interstellaire entièrement naturel, sans doute une comète. Il ne prétend pas à la certitude. Il ne déclare pas qu'il s'agit forcément de technologie extraterrestre, mais il insiste sur le fait que les données actuelles n'excluent pas totalement cette option. Et pour lui, cela suffit à justifier une investigation plus approfondie. Cela mérite de mobiliser tous les télescopes, tous les engins spatiaux, tous les instruments d'observation disponibles pour examiner cet objet tant qu'il est encore à portée. Parce que voilà le hic avec les objets interstellaires, ils ne s'attardent pas. Ils traversent le système et repartent ensuite dans le vide, inaccessibles pour le reste de l'histoire humaine. Si Atlas n'est qu'une comète, on en apprendra beaucoup sur celle des autres systèmes stellaires, et c'est déjà précieux. Mais s'il s'agit d'autre chose, même avec une probabilité des 1%, rater l'occasion de l'étudier de près serait l'une des plus graves erreurs que l'humanité pourrait commettre. Voilà donc l'argument sur la taille. Voilà le puzzle de la masse. Atlas est imposant, sans doute plus grand qu'on ne l'attendrait pour un visiteur interstellaire repéré aussitôt. Il est lourd, au moins 33 milliards de tonnes, mais peut-être pas autant qu'un rocher solide de cette envergure. Et ces éléments, combinés à tout ce qui concerne sa trajectoire et son timing, le rendent assez singulier pour susciter la question que l'eau repose sans cesse, et si? Chapitre 3. La trajectoire est minutieusement ajustée. Parlons du parcours que cet objet emprunte à travers notre système solaire,
car c'est ici que l'argument du réglage fin gagne vraiment en force. Quand Lowe décortique l'analyse de la trajectoire dans son interview, il ne se contente pas de souligner une coïncidence isolée. Il en empile plusieurs. Couche après couche de mécanique orbitale qui, vues une par une, paraissent improbables mais plausibles, et qui, considérées dans leur ensemble, commencent à sembler intentionnelles. D'abord, l'alignement avec le plan de l'écliptique. Notre système solaire est plutôt plat. Les 8 planètes tournent autour du Soleil dans un plan approximativement identique, comme une assiette avec le Soleil au centre. Ce plan s'appelle l'écliptique et il constitue un principe d'organisation fondamental de notre coin de cosmos local. Tout ce qui s'est formé ici, tout ce qui a émergé du disque protoplanétaire originel il y a des milliards d'années, conserve cette géométrie. Les astéroïdes orbitent majoritairement près de l'écliptique. Les comètes de la ceinture de Kuiper sont inclinées mais restent vaguement liées à elle. Mais les objets interstellaires n'ont aucune raison de s'y conformer. Ils proviennent d'autres systèmes stellaires avec leurs propres plans, leurs propres orientations, leurs propres axes de rotation. Quand quelque chose arrive de l'extérieur, il devrait arriver d'une direction aléatoire sous un angle aléatoire. Les chances qu'il s'aligne précisément avec notre écliptique sont minces. Pas impossible, juste minces. Lowe les évalue à environ 1 sur 5 sens. C'est une probabilité de 0,2%. Si l'on observait 500 objets interstellaires au hasard, on s'attendrait à en trouver un aligné aussi précisément par pur hasard. Or Atlas n'est que le troisième que nous ayons jamais détecté. Nous sommes donc déjà face à quelque chose qui défie des probabilités d'environ 500 contre 3. Improbable, mais pas absurde. Mais ensuite, on ajoute les survols rapprochés. Atlas ne traverse pas simplement le système solaire à une distance quelconque, l'objet interstellaire s'approche des planètes intérieures du système solaire. Il frôle 3 d'entre elles, Mars, Vénus et Jupiter. Et ce n'est pas seulement une proximité spatiale, mais aussi temporelle. Il atteint l'orbite de chaque planète au moment précis où celle-ci se trouve à proximité. Imaginez ce que cela implique. Les planètes sont en mouvement constant. Mars met environ 687 jours pour boucler son tour autour du Soleil. Vénus en met 225. Jupiter, lui, en prend 12 ans. Elles évoluent à des distances variées, à des vitesses différentes, et ne se positionnent en des endroits précis qu'à des instants bien définis. Pour qu'un tel visiteur extraterrestre passe au plus près des 3 lors de son survol, le synchronisme doit être impeccable. Lowe a effectué les calculs à ce sujet. Il a examiné la trajectoire d'Atlas et évalué les distances minimales qu'elle atteint par rapport à l'orbite de chaque planète, non seulement dans l'espace, mais en tenant compte de la position réelle des planètes au passage d'Atlas. La probabilité cumulée que ces 3 approches rapprochées se produisent par pur hasard, avec un moment d'arrivée et une trajectoire aléatoire, s'élève à environ 1 sur 20 000. 1 sur 20 000. On n'est plus face à des chances de 500 contre 1. Il s'agit ici de dizaines de milliers contre 1. Et cela ne prend même pas en compte l'alignement avec l'écliptique, qui représente un facteur statistique distinct. Le 3 octobre, dans quelques jours seulement, Atlas passera à environ 29 millions de kilomètres de Mars. À l'échelle cosmique, c'est presque une collision évitée de justesse. C'est suffisamment proche pour que la NASA prévoie d'utiliser la caméra IRIS à haute résolution embarquée sur le Mars Reconnaissance orbité afin d'imager directement Atlas. IRIS est conçu pour capturer la surface martienne avec une netteté exceptionnelle, capable de distinguer des rochers isolés ou les traces des revers. L'orienter vers Atlas nous offrira sans doute la vue la plus détaillée à ce jour sur l'apparence de cet objet, en distinguant peut-être le noyau de la coma et du nuage de poussière environnant. Mais le point le plus captivant reste à venir. La distance minimale d'intersection orbitale, soit le plus près que la trajectoire d'Atlas se rapproche du chemin orbital complet de Mars, n'est que de 2,7 millions de kilomètres. 2,7 millions. C'est un écart infime en termes astronomiques. Si l'orbite d'Atlas avait été décalée ne serait-ce que légèrement, si elle était arrivée un peu plus tôt ou plus tard, ou si sa course avait été inclinée de quelques degrés à peine, elle aurait pu s'approcher encore plus près. Elle aurait pu croiser l'orbite de Mars à un endroit où la planète elle-même se trouvait. Lowe le souligne dans l'interview. Il affirme, ce réglage fin, cette proximité avec Mars alliée au passage près de Vénus et Jupiter, évoque une trajectoire soit exceptionnellement chanceuse, soit minutieusement conçue. Et si elle est conçue, si une intention se cache derrière, alors l'approche martienne du 3 octobre ne serait pas qu'un simple survol. Ce pourrait être une occasion. Une occasion de faire quoi? Eh bien, c'est là que le domaine spéculatif entre en jeu. Lowe propose que,
Si Atlas était un artefact technologique, une sonde ou un vaisseau quelconque, ce passage près de Mars serait le moment idéal pour larguer un élément. Une petite sonde, un atterrisseur, un éclaireur. On pourrait éjecter un objet secondaire qui ajuste légèrement sa course pour intercepter Mars, pendant que le corps principal poursuit vers le Soleil. Il a même chiffré les détails. Si Atlas libérait une sonde précurseur qui file en avant et sur le côté d'environ 30 millions de kilomètres, cette sonde pourrait atteindre Mars autour du 3 octobre, pile au moment de l'approche minimale d'Atlas. La vitesse d'éjection requise ne serait pas énorme. Quelques kilomètres par seconde, à la portée d'une propulsion modeste. Et depuis la Terre, on ne le détecterait pas. Nos instruments ne peuvent suivre des objets si petits à cette distance. Nos télescopes résolvent jusqu'à 10 ou 20 mètres à la distance de Jupiter, mais rien de plus petit, surtout s'ils cherchent à rester discrets. Y a-t-il des signes qu'Atlas ait déployé quoi que ce soit? Rien du tout. C'est de la pure hypothèse, mais l'idée de l'eau est que nous devrions scruter l'horizon. Nous devrions observer Mars avec attention pendant et après l'approche du 3 octobre. Si quelque chose d'inhabituel apparaît en orbite martienne, si l'un des engins autour de Mars repère des anomalies, ce serait majeur. Et il y a aussi le passage près de Vénus. Atlas s'approchera aussi relativement de Vénus, bien que moins que de Mars. Et Jupiter, plus éloigné dans son orbite, aura également une rencontre, à une distance plus grande. Le fait que ces trois événements se produisent lors d'un unique transit dans le système solaire interne est à nouveau statistiquement rare. Pas impossible, mais rare. Pourtant, c'est le timing du périhélie, l'instant où Atlas atteint son point le plus proche du Soleil, qui capte vraiment l'attention de l'eau. Car ce périhélie aura lieu le 29 octobre, et ce jour-là, la Terre sera exactement de l'autre côté du Soleil. Atlas sera en conjonction solaire. Nous ne pourrons pas l'observer. Tous les télescopes terrestres auront le Soleil en plein dans le champ. Même les observatoires spatiaux, non affectés par le jour, peineront à le voir, car l'éclat solaire noie tout aux alentours. L'eau qualifie cela de poste d'observation camouflé. Il explique que, si l'on concevait une trajectoire permettant de se positionner ainsi, cette manœuvre discrète serait précisément celle-là. Parhélion représente le spot idéal pour un freinage, car c'est là que la gravité solaire atteint son pic de puissance. Et l'effet Aubert, cette amplification des poussées orbitales quand on file à vive allure près d'un corps massif, joue à l'envers. On peut activer les moteurs pour décélérer et perdre de la vitesse, tandis que la gravité du Soleil aide à se stabiliser sur une orbite. Si Atlas souhaitait demeurer, si elle visait à passer d'une trajectoire hyperbolique d'échappement à une ellipse captive, le 29 octobre serait le moment parfait, et on ne s'en apercevrait pas. On ne le découvrirait qu'après son retour de l'autre côté du Soleil, fin novembre ou début décembre, une fois qu'on aurait recalculé sa route et compris qu'elle ne s'en va plus. Alors, Atlas possède-t-elle des moteurs? Peut-elle ajuster sa course? Aucune idée. Rien n'indique une propulsion. Pas de traces thermiques, pas de panache d'échappement, rien qui évoque un réacteur à fusée. Mais si une civilisation avancée conçoit des sondes interstellaires, elle n'utilise sûrement pas des fusées chimiques qui crachent flammes et fumée. Elle opte pour des systèmes plus ingénieux. Peut-être des propulseurs à ions ou des voiles magnétiques, ou des technologies qu'on n'imagine même pas encore. L'essentiel, c'est qu'un artefact technologique n'a pas besoin de ressembler à un vaisseau de science-fiction. Pas besoin de moteur luminescent ou de feu de navigation. Il pourrait avoir l'air d'un caillou. Recouvert de glace et de poussière, isolé, masqué, il pourrait effectuer des corrections subtiles de trajectoire qu'on ne repérerait que si on surveillait avec une attention extrême. L'eau le reconnaît dans son entretien. Il insiste pour qu'on suive Atlas de près lors du passage au périhélie. Il faut mobiliser tous les engins spatiaux disponibles, toutes les sondes du système solaire interne pour la traquer avec le maximum de précision. La sonde JUICE de l'ESA, en route vers Jupiter, aura une vue claire sur Atlas en novembre. La Juno de la NASA, déjà en orbite autour de Jupiter, pourrait l'observer plus tard. Les satellites martiens la scruteront début octobre. On devrait dédier tous nos moyens à cet objet pour ne rien rater. Car si Atlas opère une telle manœuvre le 29 octobre, si elle ralentit et se place en orbite, les conséquences seraient colossales. Cela signifierait qu'un visiteur ne fait pas que traverser. Cela voudrait dire que quelque chose reste. Quelque chose s'installe dans notre système solaire. Et on disposerait d'environ 6 semaines, de fin novembre quand elle réapparaîtra jusqu'à fin décembre pour son passage le plus rapproché de la Terre, pour décrypter ce que c'est et ce qu'il désire. L'eau se garde bien de présenter ça comme un scénario hautement probable.
Il affirme que l'hypothèse la plus plausible reste qu'Atlas est une comète naturelle qui traversera et repartira comme tous les autres objets interstellaires. Mais il ajoute que cette option, si mince soit-elle, mérite une étude sérieuse, car le risque de se tromper ou de rater un vrai artefact technologique faute d'avoir creusé assez dépasse de loin le coût d'une enquête approfondie qui révèle juste une comète. C'est vraiment le noyau de son raisonnement. Pas question d'affirmer qu'Atlas est sans doute une tech extraterrestre. Simplement, les infos actuelles n'excluent pas cette piste. Et sa trajectoire est assez atypique pour qu'on la surveille avec une vigilance accrue. L'alignement écliptique, les rencontres planétaires, le timing du périhélie, tout s'accumule pour dépeindre un objet soit incroyablement chanceux, soit guidé par un dessein. Lo recourt à une métaphore de jeu dans l'interview. Il dit, si tu entres dans un casino et vois quelqu'un faire double 6-10 fois d'affilée, tu ne cries pas tout de suite au dépipé. Ça peut arriver. Les chances sont d'environ 1 sur 60 millions, mais c'est faisable. Pourtant, face à ça, tu voudrais sans doute examiner les dés de plus près. Tu vérifierais s'il y a un truc louche. C'est tout ce qu'il réclame. Regardons mieux. Vérifions les dés. La route d'Atlas, ce chemin si précisément ajusté à travers notre système solaire, c'est un de ces instants où les dés tombent toujours sur 6. Et l'eau clame haut et fort qu'on devrait au minimum envisager que le jeu ne soit pas totalement hasardeux. Chapitre 4. Pas de queue, que des phares. Il faut maintenant aborder l'apparence réelle d'Atlas, car c'est là que les images commencent à contredire ce qu'on attend d'une comète ordinaire. Et c'est aussi là que Lo lance une de ses affirmations les plus percutantes dans l'entretien, celle sur les phares. Les comètes, c'est simple à repérer, dit Lo. Comme on identifie les zèbres à leurs rayures, on reconnaît les comètes à leur queue. C'est leur marque de fabrique. En s'approchant du Soleil et en se réchauffant, la glace de leur surface passe directement de l'état solide à gazeux, un phénomène nommé sublimation. Cela génère un nuage luminescent de gaz et de poussière autour du noyau, la chevelure, et une queue qui s'étire derrière la comète, balayée par le vent solaire et la pression de radiation. La queue pointe toujours, les queues de comètes s'orientent toujours à l'opposé du Soleil. Sans exception. Peu importe le sens dans lequel l'astre se déplace. C'est la radiation solaire et le vent stellaire qui dictent cette direction. Ainsi, elle s'étire loin du Soleil, comme des cheveux agités par une brise. C'est un indice infaillible pour repérer une comète du premier coup d'œil. Localisez l'objet flou. Observez l'orientation de la queue et vous saurez immédiatement la position du Soleil par rapport à elle. Pourtant, lorsque le télescope spatial Hubble a photographié Atlas le 21 juillet, quelque chose clochait. Les images montraient un cocon en forme de goutte de poussière émanant du noyau, avec une vague suggestion de queue, mais l'alignement semblait décalé. Plutôt qu'une traînée nette s'éloignant du Soleil, on distinguait une prolongation de lumière diffuse orientée vers le Soleil, face avant, comme si la comète arborait des phares au lieu d'une queue. Avant de nous embarquer trop loin dans cette idée, il faut se montrer prudent avec l'interprétation des clichés télescopiques. L'astronomie n'est pas une science facile. Quand on capture un objet filant à des vitesses interstellaires à des millions de kilomètres, les temps d'exposition comptent énormément. L'objet se déplace pendant la prise de vue, et ce mouvement peut générer des effets de flou. Vous obtenez une traînée lumineuse dans la trajectoire de l'objet. Et si cette trajectoire pointe vers le Soleil, cela peut donner l'illusion d'une lueur frontale, alors qu'il ne s'agit que d'un artefact de bouger. Les experts de la NASA ont vite souligné ce point. Ils ont expliqué que cette extension apparente vers le Soleil sur l'image Hubble était probablement due au processus de capture. La comète s'accélérait vers le Soleil, et Hubble la suivait pendant l'exposition, ce qui a fait filer les étoiles en arrière-plan et a pu fabriquer une illusion de queue inversée. Mais Avi Loeb n'était pas tout à fait persuadé. Il a coécrit un article avec des collègues, se demandant si Atlas ne pouvait pas être une technologie extraterrestre. Et parmi les indices qu'ils avançaient figurait cette étrange lueur frontale. Il soutenait que, si les effets de flou pouvaient justifier une partie de l'observation, l'intensité et la forme de cette extension ne collaient pas tout à fait avec un simple bouger. Puis, fin août, un événement captivant s'est produit. Le télescope Gemini Sud au Chili a obtenu de nouvelles photos d'Atlas. Et cette fois, une queue nette apparaissait. Une queue discrète qui s'étirait à l'opposé du Soleil, pile là où on l'attendait. À la fin août, Atlas affichait un comportement cométaire tout à fait classique. Les chercheurs qui ont examiné ces clichés ont confirmé leurs soupçons initiaux. Atlas est une comète. Elle libère des gaz. Elle forme une chevelure et une queue. Affaire classée. Pourtant,
Loeb souligne que le calendrier est intrigant. Durant les 6 premières semaines après sa découverte, Atlas présentait des caractéristiques visuelles ambiguës. La lueur avant, l'absence d'une queue évidente, la luminosité inhabituelle pour un objet si éloigné du Soleil. Et puis, juste au moment où il franchissait l'orbite de Mars et que la chaleur solaire s'intensifiait vraiment, il a commencé à ressembler à une comète ordinaire. Dans l'interview, il emploie une métaphore livresque. Il conseille de ne pas se fier aux apparences. Le fait qu'Atlas arbore désormais une queue cométaire ne révèle pas forcément ce qui se cache en profondeur. La surface pourrait être recouverte de glace et de poussière accumulée au fil de son périple interstellaire. Comme du givre sur un pare-brise, en somme. Et lorsque ce givre se sublime sous l'effet de la chaleur solaire, il génère précisément le type de queue qu'on attend d'une comète, même si l'objet sous-jacent n'est pas un simple bloc de glace et de roches naturelles. C'est de la pure spéculation, bien sûr. Rien ne prouve directement qu'Atlas est une composition différente sous sa croûte. Mais l'argument avance que les seules observations visuelles ne suffisent pas à trancher. Un artefact technologique voguant dans l'espace pendant des millions d'années ramasserait des débris, du gaz interstellaire, des particules de glace, de la poussière cosmique. Tout cela adhérerait à la surface et gèlerait. À son arrivée dans un autre système stellaire, il ressemblerait à une comète vue de l'extérieur, même s'il n'en était pas une à l'intérieur. Et il y a aussi cette lueur verte. C'est l'un des aspects les plus frais, et il laisse perplexe même les scientifiques convaincus à 100% qu'Atlas est d'origine naturelle. Le 7 septembre, lors de l'éclipse lunaire totale, 2 astrophotographes en Namibie ont immortalisé Atlas sous un ciel exceptionnellement sombre. L'éclipse avait occulté la Lune intégralement, supprimant une source majeure de pollution lumineuse, et ils ont pu réaliser des poses longues de la comète. Ce qu'ils ont vu était impressionnant. Atlas émettait une teinte verte, vive, indéniable. Les comètes vertes ne sont pas une nouveauté absolue. On en a déjà observé. La couleur provient généralement du carbone diatomique, une molécule formée de 2 atomes de carbone liés. Quand le carbone diatomique est excité par les ultraviolets solaires, il fluoresce, libérant une lumière visible dans le spectre vert. C'est le même mécanisme qu'une ampoule fluorescente. L'énergie entre à une longueur d'onde, la lumière sort à une autre. Donc, une lueur verte sur une comète signale normalement la présence de carbone diatomique dans la chevelure. Elle est générée par la sublimation. La formation de composés organiques à la surface de la comète n'avait rien d'étrange, rien d'anormal, à l'exception des relevés spectroscopiques effectués sur Atlas un mois plus tôt, début août, qui révélaient très peu de carbone diatomique. En réalité, les astronomes de l'observatoire de Kitt Peak, en Arizona, avaient noté qu'Atlas figurait parmi les comètes les plus appauvries en chaîne carbonée jamais observées. Ces niveaux de molécules responsables des lueurs vertes fluorescentes étaient exceptionnellement bas. Alors, comment a-t-elle viré au vert en septembre? D'où provenait ce carbone diatomique? Une hypothèse suggère qu'il était présent dès le départ, simplement enfoui sous la croûte superficielle. À mesure qu'Atlas s'approchait du Soleil et que la chaleur s'intensifiait, des couches plus profondes de glace ont fondu, libérant des matériaux neufs riches en composés carbonés. Cette teinte verte pourrait signaler que l'on observe désormais une glace interne jadis emprisonnée. Une autre idée, avancée par l'eau dans un billet de blog après la publication des images vertes, est que cette couleur ne viendrait pas du carbone diatomique. Elle pourrait résulter du cyanure. Le Very Large Telescope au Chili a détecté une hausse brutale de la production de cyanure par Atlas fin août, qui s'est accentuée à l'approche du Soleil. Le cyanure peut générer une nuance verdâtre dans certaines conditions, et à des concentrations élevées, cela expliquerait l'éclat vif capturé pendant l'éclipse. Mais une troisième option existe, plus conjecturale, pourtant intéressante car elle s'inscrit dans le schéma global d'irrégularité. Et si cette lueur verte indiquait une sorte d'activation? Et si Atlas, quel qu'en soit le secret, avait franchi un seuil de chauffage solaire provoquant un basculement dans son fonctionnement? L'eau n'en parle pas explicitement dans son entretien, mais l'allusion est claire. Dans ses écrits récents, il décrit ce virage chromatique comme soudain. Comme un effet de seuil plutôt qu'une évolution progressive. Un instant sans vert, l'instant d'après un vert éclatant, tel un interrupteur actionné. Si Atlas était un artefact technologique en veille, voguant dans le froid interstellaire pendant des millions d'années, il lui faudrait un mécanisme pour s'éveiller en entrant dans un nouveau système stellaire. La température serait un déclencheur logique. Plus près du Soleil, avec l'élévation des températures de surface, des systèmes pourraient s'allumer, des instruments se mettre en route, générant des sous-produits thermiques, lumineux ou chimiques que nous prendrions pour des dégazages cométaires. Bien sûr,
cela reste de la pure spéculation. Aucune preuve solide ne l'était, mais cela colle au schéma que l'on met en lumière sans relâche. Atlas se comporte presque comme une comète, mais pas tout à fait. Il présente la plupart des traits attendus, avec des écarts curieux. Une queue qui se forme tardivement, une lueur frontale inattendue. Un changement de couleur incompatible avec la spectroscopie. Chacun de ces écarts pourrait s'expliquer naturellement isolément, mais ensemble, ils esquissent l'image d'un objet qui s'efforce ardemment de ressembler à une comète sans y parvenir pleinement. Et puis il y a la composition chimique. Le télescope spatial Webb a scruté Atlas le 6 août et a analysé les gaz de sa chevelure par spectroscopie. Les résultats étaient inhabituels. Le rapport entre dioxyde de carbone et glace d'eau est de 8h1. 8h1, c'est l'un des ratios les plus élevés jamais mesurés pour une comète, qu'elle soit naturelle ou non. La plupart des comètes de notre système solaire contiennent bien plus de glace d'eau que de dioxyde de carbone. L'eau est omniprésente. Partout. Tous les corps glacés que nous avons étudiés, des comètes aux lunes de Jupiter en passant par les anneaux de Saturne, sont principalement composés de glace d'eau avec des traces d'autres substances. Mais Atlas inverse la tendance. Il est dominé par le dioxyde de carbone, avec une faible quantité d'eau. Pourquoi ? Une explication est qu'Atlas s'est formé dans une région glaciale extrême de son système stellaire d'origine, loin de son Soleil, où la glace de CO2 reste stable, tandis que l'eau sublime au fil de milliards d'années. Il pourrait être authentiquement antique, plus vieux que notre système solaire, issu d'une étoile née quand la Voie lactée était plus jeune et présentait des abondances chimiques distinctes. Une autre piste est que le dioxyde de carbone soit une addition récente. Une couche de givre se formant en surface durant le périple d'Atlas dans l'espace interstellaire. Les nuages de gaz interstellaires renferment du CO2. Si Atlas en a traversé un, des molécules ont pu se condenser sur sa surface froide, accumulant une pellicule de glace de CO2 au fil du temps. Ou encore, comme le suggère l'eau, ce CO2 pourrait être une couche protectrice intentionnelle, un revêtement conçu pour isoler l'objet et contrôler sa température lors des voyages entre étoiles. La glace de dioxyde de carbone possède des propriétés thermiques différentes de celles d'eau. Elle sublime à d'autres températures, réfléchit la lumière autrement, protège contre les rayonnements de manière spécifique. Si l'on concevait une sonde pour survivre à l'espace interstellaire, on pourrait opter pour du CO2 dans le système de gestion thermique. C'est hautement spéculatif, mais pas physiquement absurde. Nous savons que la glace de dioxyde de carbone se comporte autrement que l'eau. Nous savons qu'elle peut former des dépôts stables. Sous les bonnes conditions, et nous savons qu'un objet voyageant dans l'espace pendant des millions d'années devrait disposer d'un mécanisme pour se prémunir contre les rayonnements, les micrométéorites et les variations extrêmes de température. Le point que l'on ne cesse de souligner, c'est que nous ne devrions pas présumer. Nous ne devrions pas examiner la composition de la surface et en déduire qu'elle nous révèle tout sur ce qui se trouve en dessous. Ce rapport de 8h1 est étrange. Il mérite d'être signalé. Il mérite une enquête, mais il ne démontre pas plus qu'Atlas soit naturel qu'il ne prouve qu'il soit technologique. Ce n'est qu'un élément de données supplémentaire dans une liste croissante d'éléments qui ne collent pas tout à fait au modèle standard. Chapitre 5. S'agit-il de technologie extraterrestre ? Abordons directement la question. Celle que pose Lowe dans son article et qu'il explore tout au long de l'interview. Est-ce qu'Atlas est une technologie alien ? Pas pourrait-elle l'être, pas est-ce possible, mais qu'est-ce que nous devrions observer pour conclure réellement qu'elle l'est ? C'est là que l'approche de Lowe devient captivante, car il ne se contente pas de lancer des hypothèses farfelues. Il cherche à bâtir un cadre, une méthode, une manière de raisonner sur les objets interstellaires qui n'optent pas systématiquement pour des explications naturelles, sans pour autant sauter aux conclusions extraterrestres sans preuve solide. Dans l'interview, Lowe évoque ce qu'il appelle l'échelle Loeb. C'est un système de notation de 0 à 10 qu'il a suggéré pour catégoriser les objets interstellaires selon la probabilité qu'ils soient technologiques plutôt que naturels. Un 0 correspondrait à un objet qui présente sans ambiguïté toutes les marques d'une comète ou d'un astéroïde ordinaire. Il possède une queue. Il libère des gaz de façon prévisible. Sa trajectoire correspond à ce que l'on attend des effets gravitationnels et des poussées de fusée. Sa composition est classique. Rien d'inhabituel. Rien à signaler ici. Un 10 désignerait un objet incontestablement technologique. Il effectue des manœuvres impossibles à expliquer par des forces naturelles. Il émet des signaux. Il arbore des structures artificielles visibles sur des images à haute résolution. Il dégage de la chaleur qui ne correspond pas à l'illumination solaire, indiquant une source d'énergie interne.
Il accomplit des actions qui hurlent l'intelligence, sans laisser place au doute. Tout ce qui se situe entre les deux est un continuum. Un objet affichant une ou deux anomalies pourrait obtenir un 3 ou un 4. Quelque chose avec plusieurs caractéristiques inexpliquées, des improbabilités statistiques qui s'accumulent pourrait valoir un 6 ou un 7. L'objectif est que, à mesure que nous repérons davantage de visiteurs interstellaires dans les années à venir et nous en dénicherons, l'observatoire Vera Rubin devrait en détecter un tous les quelques mois une fois opérationnel à plein régime, nous disposions d'une méthode cohérente pour les évaluer, un système de tri. Ainsi, nous saurons lesquels méritent un examen approfondi et lesquels ne sont que des roches spatiales de passage. L'eau préconise que tout objet dépassant 5 sur cette échelle active une réaction internationale. Pas de panique, pas de mobilisation militaire, mais un effort scientifique coordonné. Nous devrions mobiliser tous les télescopes disponibles, tous les engins spatiaux, tous les instruments d'observation pour l'étudier. Nous devrions mutualiser les données à l'échelle mondiale, car, comme le note l'eau, les aliens se moquent de nos frontières. Ils se fichent de quelle nation a repéré l'objet ou quel gouvernement en a la juridiction. Un visiteur interstellaire est un défi pour l'humanité entière, et la réponse doit être globale. Il va plus loin. Il affirme qu'il faudrait une organisation, un organisme international dédié spécifiquement à la surveillance des objets interstellaires et à la décision sur la conduite à tenir si l'un d'eux révèle des signatures technologiques. Pour l'instant, rien de tel n'existe. Nous avons la NASA, l'ESA, diverses agences spatiales nationales qui suivent les objets proches de la Terre et surveillent les risques d'impact d'astéroïdes, mais aucun protocole unifié pour gérer la détection d'une sonde interstellaire. Hello soutient que nous en avons besoin, car la fenêtre d'opportunité est brève. Les objets interstellaires se déplacent à vive allure. Quand nous les repérons, ils sont souvent déjà au cœur du système solaire, et nous n'avons que des semaines ou des mois pour les observer avant qu'ils ne s'éloignent. Si nous perdons ce temps à débattre de qui est responsable ou si cela vaut la peine d'enquêter, nous ratons l'occasion complètement. Il établit un parallèle avec d'autres risques existentiels. Nous nous inquiétons de l'intelligence artificielle. Il y a des conférences, des instituts de recherche, des groupes de travail gouvernementaux voués à veiller à ce que le développement de l'IA ne produise pas par accident quelque chose de nuisible à l'humanité. Nous nous soucions du changement climatique. Il existe des accords internationaux, des traités, des sommets où les nations harmonisent leurs actions. Nous craignons même les impacts d'astéroïdes. La NASA dispose d'un programme de défense planétaire conçu pour traquer les objets potentiellement dangereux et élaborer des moyens de les dévier. Mais pour la technologie alien, rien du tout. Aucune organisation, aucun protocole, aucun plan. Hello trouve cela stupéfiant. Il déclare que même si la probabilité est faible, même s'il n'y a qu'une chance sur 100 qu'un objet interstellaire soit technologique, les implications sont si majeures que nous devons nous y préparer. Parce que contrairement à un signal radio provenant d'une étoile à des milliers d'années-lumière, qui nous laisse amplement de temps, cela me pousse à réfléchir, à débattre et à anticiper, mais un intrus dans notre jardin arrière exige une réaction instantanée. Alors, où se situe Atlas sur l'échelle des lobes? Il ne fournit pas de chiffres précis dans l'entretien, mais en lisant entre les lignes, on peut estimer qu'il oscille autour de 5 ou 6. Pas franchement technologique, mais assez singulier pour mériter une étude approfondie. La trajectoire est atypique. La masse dépasse les prévisions habituelles. L'aspect visuel présente des bizarreries. La composition chimique sort de l'ordinaire. Chacun de ces traits pourrait s'expliquer par des causes naturelles isolément, mais ensemble, ils propulsent Atlas dans une zone où on ne peut pas le balayer d'un revers de main en le qualifiant simplement de comète. C'est là le noyau de l'argument de Loeb. Il n'affirme pas qu'Atlas est indéniablement un vaisseau extraterrestre. Il soutient qu'il est suffisamment étrange pour qu'on le surveille de près et qu'on reste ouvert à l'hypothèse d'une origine non naturelle. Car l'autre option, le rejeter trop vite et rater un authentique artefact technologique, représenterait une catastrophe d'ampleur historique. Loeb évoque aussi une notion plus sombre, et c'est là que l'affaire prend une tournure inquiétante. Si Atlas est d'origine technologique, il pourrait ne pas être bienveillant. Il mentionne l'hypothèse de la forêt sombre, un thème de science-fiction posant que l'univers regorge de civilisations intelligentes, mais toute se taise car se manifester est risqué. Sans connaître les intentions d'une autre espèce, sans certitude qu'elle n'est pas agressive, la tactique la plus sûre est de rester tapis, de jouer le rôle du chasseur plutôt que de la victime. Dans ce scénario, une sonde interstellaire pénétrant un système stellaire pourrait servir de mission de reconnaissance, un éclaireur collectant des données avant l'arrivée d'une flotte plus importante, ou bien l'avant-garde d'une offensive, conçue pour neutraliser les défenses ou lâcher des armes avant même que la cible ne s'en rende compte. Loeb présente cela comme un exercice intellectuel,
non comme une prophétie. Dans l'interview, il précise qu'Atlas pourrait venir nous secourir ou nous anéantir, et qu'il faut se tenir prêt aux deux cas. Mais le message sous-jacent est grave. Si on repère un objet technologique, on ne peut pas présumer qu'il est inoffensif. Il faut évaluer ses aptitudes, sa route, son degré de menace potentielle, et le faire sans tarder, tant qu'il reste assez éloigné pour qu'on ait des choix. Quelles options aurions-nous? Franchement, peu. Si Atlas est un engin spatial déjà dans le système solaire interne, on ne pourrait guère l'arrêter. On n'a pas d'arme capable de pulvériser un objet de 20 km. On n'a pas de vaisseau pour l'intercepter. Pas à la vitesse qu'il adopte. Notre seul recours viable serait la communication. Envoyer un signal. Tenter un contact. Espérer que ses constructeurs acceptent le dialogue. L'Hub propose que, si Atlas s'avère technologique, l'une des premières mesures soit d'émettre un message. Quelque chose de basique. Bonjour. Bienvenue dans notre coin. Nous arrivons en paix. Le protocole standard de premier contact. Puis observer. Vérifier s'il y a une réaction. Voir si l'objet modifie son comportement d'une manière indiquant qu'il a capté et compris le signal. Mais tout cela suppose qu'on saurait même identifier des signatures technologiques si on les croisait. Et c'est un vrai casse-tête. On cherche des éléments correspondant à nos idées de ce que devrait être la technologie. Signaux radio, signatures thermiques, formes géométriques. Pourtant, une civilisation avancée, capable de créer des sondes interstellaires, pourrait employer des techs si supérieurs aux nôtres qu'on ne les distinguerait pas du naturel. Arthur C. Clarke l'a dit avec justesse, toute technologie assez avancée est indistinguable de la magie. Et ça marche dans les deux sens. Si Atlas provient d'une société 1 million d'années plus évoluée que la nôtre, il pourrait paraître tout à fait organique à nos appareils. Il pourrait utiliser des systèmes de propulsion sans rejet visible. Il pourrait échanger des infos par des moyens indétectables pour nous. Il pourrait être forgé en matériaux imitant à la perfection la roche et la glace naturelle, au point qu'on ne douterait jamais d'un processus géologique fortuit. C'est le dilemme que l'Hub affronte. Comment démontrer qu'un objet est technologique quand on ignore les possibilités techniques? Comment séparer le dessin du hasard avec un unique échantillon? Sa réponse, on traque les motifs. On repère ce qui est improbable mais efficace. Une trajectoire frôlant plusieurs planètes pourrait être hasardeuse, mais c'est précisément ce qu'on concevrait pour les explorer. Une masse assez élevée pour résister aux perturbations, mais assez faible pour évoquer une coque creuse, pourrait être accidentelle, mais correspondrait à une enveloppe fabriquée. Un revêtement de glace de dioxyde de carbone pourrait se former seul, mais serait un choix astucieux pour l'isolation thermique. Rien de tout ça ne prouve quoi que ce soit isolément, mais ça incite à poser la question, et la frustration de l'Hub, ce qui émerge il ressort clairement de l'interview que la majorité des scientifiques refusent même de poser la question. Ils préfèrent supposer qu'Atlas est d'origine naturelle, le ranger dans la catégorie des comètes fascinantes mais banales, et passer à autre chose. Il évoque cette opposition, cette forme de contrôle, comme il le nomme. Selon lui, la science établie réagit souvent avec hostilité aux concepts qui remettent en cause les récits dominants, et le récit actuel affirme que les objets interstellaires ne sont que des débris naturels, des roches et des boules de glace expulsées d'autres systèmes stellaires au moment de la formation planétaire. Toute hypothèse suggérant qu'il pourrait s'agir d'autre chose, d'artefacts technologiques par exemple, est balayée comme de la pseudoscience ou une quête de notoriété. La réplique de l'eau est que la science doit s'appuyer sur les faits, non sur des présupposés. Si les données indiquent une anomalie, il faut explorer. Il faut cultiver la curiosité. Il faut oser examiner des idées qui dérangent, car l'autre option mène à un immobilisme intellectuel, à une fermeture d'esprit face aux options simplement parce qu'elles paraissent improbables. Et il rappelle que l'histoire regorge de cas où l'improbable s'est révélé exact. La dérive des continents a été moquée comme absurde jusqu'à ce que les preuves deviennent irréfutables. L'idée que le Soleil, et non la Terre, occupe le centre du système solaire a été qualifiée d'hérésie jusqu'à ce que les télescopes la confirment. Les trous noirs passaient pour des curiosités mathématiques sans réalité physique jusqu'à ce qu'on commence à les observer. Le schéma est invariable. Quelqu'un avance une théorie contraire à la doxa. L'institution la repousse. Les données s'accumulent. Finalement, la nouvelle vision s'impose. Et tous s'étonnent du délai pour accepter ce qui semble évident rétrospectivement. L'eau parie qu'une visite extraterrestre, un objet technologique provenant d'un autre système stellaire, suivra le même chemin. Pour l'instant, cette notion reste marginale.
La plupart des experts la jugent improbable voire impossible. Mais à mesure que nous découvrons plus d'objets interstellaires, que nous les analysons plus finement, que les singularités s'empilent, les preuves deviendront inéluctables. Et à ce moment-là, l'eau aspire à figurer parmi ceux qui l'ont prise au sérieux dès le départ. Chapitre 6. Le bilan de masse ne colle pas. Revenons aux chiffres, car c'est là que l'argument de l'eau prend sa forme la plus tangible. Le calcul des 33 milliards de tonnes n'est pas une simple bizarrerie. C'est une limite. Il révèle des éléments essentiels sur la composition d'Atlas, sa structure, et si son apparition cadre avec nos connaissances sur l'espace interstellaire. Lors de son entretien, quand l'eau aborde le bilan de masse, il parle d'un raisonnement assez basique. Quelle quantité de matière rocheuse flotte dans l'espace interstellaire? Et sur la base de cette quantité, à quelle fréquence devrions-nous croiser des objets de diverses tailles dans notre système solaire? La galaxie abrite un certain volume d'éléments lourds. Carbone, silicium, fer, oxygène, tous les composants des roches, planètes et astéroïdes. La plus grande partie est piégée dans les étoiles et les planètes. Une fraction vagabonde dans l'espace interstellaire sous forme de poussière et de microparticules. Et de temps à autre, une portion est éjectée des systèmes stellaires pendant la formation planétaire, propulsée par les interactions gravitationnelles avec les géantes gazeuses, pour devenir des déchets interstellaires. En sommant tout ce matériel expulsé et en le répartissant dans le volume galactique, on obtient une densité. Tant de tonnes de roches par année-lumière cube. C'est un chiffre modeste. L'espace est vaste et quasi vide. Mais on peut l'estimer grâce aux modèles de formation planétaire et aux observations des systèmes stellaires jeunes. Avec cette densité en main, on calcule la fréquence à laquelle un objet d'une taille donnée devrait traverser notre système solaire. Les petits objets pullulent, on devrait en repérer souvent. Les gros sont exceptionnels, on devrait en voir presque jamais. La répartition suit une loi de puissance, et il est possible de déterminer le rythme attendu pour n'importe quelle dimension. Pour Atlas, en partant de l'estimation initiale de 20 km, l'eau a estimé qu'un objet de cette envergure ne passerait qu'une fois tous les 10 000 ans. Et même avec une révision à 5 ou 6 km fondée sur la masse de 33 milliards de tonnes, le rythme demeure faible. Peut-être une fois par millénaire, ou tous les quelques millénaires, selon la modélisation précise de la population interstellaire. Pourtant, nous n'observons que depuis une décennie et nous l'avons détecté. C'est la tension statistique que l'on met sans cesse en avant. C'est comme anticiper qu'un oiseau rare survolera votre fenêtre une fois par millénaire, et le voir dès votre premier jour d'observation ornithologique. Serions-nous simplement chanceux? Bien sûr. Les événements rares se produisent. Quelqu'un gagne à la loterie. La foudre frappe. Mais en associant cette bizarrerie statistique aux autres irrégularités déjà évoquées, la trajectoire, le timing, les anomalies visuelles, cela évoque moins le hasard et plus une intention. Une autre manière de dissiper cette tension existe. Peut-être nos évaluations du bilan de masse interstellaire sont-elles erronées. Peut-être y en a-t-il bien plus, il y a probablement beaucoup plus de matière rocheuse errante dans l'espace interstellaire que ce qu'on imagine. Si la densité de ces débris est 10 fois supérieure, ou même 100 fois, alors repérer Atlas dès le début de nos relevés ne serait pas du tout étonnant. Pourtant, cela soulève ses propres interrogations. Si l'espace entre les étoiles regorge d'objets massifs, comment se fait-il qu'on n'en ait pas détecté davantage? L'observatoire Vera-Rubin vient tout juste d'entrer en service en 2025, et il repère des astéroïdes à un rythme effarant. Des milliers par semaine rien que dans notre système solaire. Si les objets interstellaires étaient fréquents, Rubin devrait en identifier sans cesse. Or, jusqu'à présent, il n'a repéré qu'une poignée de candidats potentiels, et la plupart attendent encore confirmation. Soit donc le budget de masse est juste et Atlas relève d'une anomalie statistique, soit ce budget est erroné, et on s'apprête à réaliser que les objets interstellaires pullulent bien plus que prévu. Dans tous les cas, un élément cloche. L'eau penche pour une troisième explication. Atlas serait exceptionnellement massif parce qu'il ne s'agit pas d'un rocher compact. Ce serait une construction, une enveloppe, un truc avec un grand volume mais une densité faible. Ça justifierait ces 33 milliards de tonnes. Suffisamment pour contrer la poussée du haut dégazage, sans atteindre le poids d'un solide de même taille. Songez aux vaisseaux spatiaux qu'on fabrique. La Station spatiale internationale est immense, mais son poids reste modeste par rapport à ses dimensions. C'est surtout de l'espace vide bordé de parois minces. Si vous l'observiez de loin en pensant à un bloc de métal plein, vous surestimeriez follement sa masse. Le même mécanisme pourrait valoir pour Atlas.
S'il est creux, s'il est conçu pour être léger et performant, il pourrait arborer la masse qu'on mesure sans être d'une rareté invraisemblable. Mais cette idée pose un écueil. On n'a aucune preuve directe qu'Atlas soit vide à l'intérieur. On ne peut pas le sonder. On ignore sa structure interne. Tout ce qu'on possède, ce sont les données de trajectoire et l'estimation de masse tirée de l'absence d'accélération non gravitationnelle. Et ces indices collent avec un objet solide, simplement plus lourd que prévu. Il nous faut un moyen d'explorer l'intérieur. Le radar ferait l'affaire si on s'approchait assez. Les ondes radar percent les surfaces et dévoilent les structures internes. C'est ainsi qu'on a cartographié l'intérieur de comètes dans notre système solaire, en renvoyant des ondes radio et en analysant les échos. Hélas, Atlas est trop éloigné pour un radar terrestre, et aucun vaisseau n'est assez proche pour s'en charger. La caméra à haut risque du Mars Reconnaissance Orbité, qui photographiera Atlas le 3 octobre, ne peut pas scruter l'intérieur des objets. Elle se limite à la surface. Cela dit, elle pourrait livrer des infos précieuses. Si Atlas affiche une forme bizarre, trop lisse ou trop géométrique, si ses traits ne rappellent pas une comète naturelle, ce serait notable. Pas une preuve irréfutable, mais un indice de plus. L'eau guette avec impatience ce que révéleront les images de la caméra à haut risque, car elle devrait isoler le noyau de la chevelure. Observer les comètes est compliqué parce que le nuage lumineux de gaz et de poussière qui les entoure masque le cœur solide. C'est comme tenter de shooter une ampoule allumée pendant qu'on vous braque une lampe torche dans les yeux. L'éblouissement noie les détails. Mais la caméra à haut risque offre une résolution phénoménale. Conçue pour repérer des rochers sur Mars, des trucs de 1 ou 2 mètres vus depuis l'orbite. Orientée vers Atlas à 29 millions de kilomètres, elle devrait distinguer des traits jusqu'à environ 30 kilomètres. Pas assez pour des détails de surface, mais suffisant pour séparer le noyau central de la chevelure environnante et affiner l'estimation de taille. Si le noyau s'avère plus grand que 5 km, si la caméra à haut risque valide qu'Atlas mesure vraiment 10, 15 ou 20 km de diamètre, alors le casse-tête du budget de masse s'aggrave. Un solide de cette envergure ne pesant que 33 milliards de tonnes devrait être composé d'un matériau ultra léger. Peut-être une glace poreuse ou une structure en mousse, rien qui colle aux comètes classiques. Et dans ce scénario, si Atlas se révèle à la fois surdimensionné et étonnamment peu dense, l'hypothèse technologique gagne en crédibilité. Pas démontré, mais crédible. Un autre aspect du débat sur le budget de masse que l'eau effleure sans s'y attarder mérite d'être creusé. Le flux d'objets interstellaires dépend du nombre de systèmes planétaires qui forment des mondes et éjectent des résidus. Si la formation planétaire est courante, si la plupart des étoiles abritent des planètes, le rythme devrait être élevé. Si elle est exceptionnelle, il serait faible. On sait désormais que les planètes foisonnent. Les missions comme Kepler et les autres relevés d'exoplanètes l'ont prouvé, la majorité des étoiles en possèdent, d'où les calculs de budget de masse qui postulent une production abondante de débris interstellaires. Des milliards de systèmes planétaires qui crachent roches et comètes dans l'espace interstellaire au fil des milliards d'années. Cela devrait générer une population conséquente d'objets nomades. Mais si la plupart de les débris de type chapeau sont de petite taille, cailloux, rochers et éventuellement des objets de la dimension d'un terrain de football, tandis que les grosses pièces demeurent exceptionnelles et que l'Atlas reste un cas à part. Sauf si, comme le propose l'eau, une portion d'objets interstellaires n'est pas du tout d'origine naturelle. Si ne serait-ce que 1% d'entre eux consistent en sondes technologiques construites par des civilisations explorant la Voie lactée, alors les probabilités basculent radicalement. Inutile d'invoquer un vaste réservoir de roches éjectées naturellement pour justifier un visiteur artificiel. Il suffit d'une seule civilisation quelque part dans la galaxie qui ait choisi d'envoyer des sondes vers les systèmes stellaires voisins. Compte tenu du nombre prodigieux d'étoiles et de l'âge vénérable de la galaxie, cela paraît loin d'être improbable. C'est ici que l'argument de l'eau rejoint la grande interrogation sur l'intelligence extraterrestre. Si nous sommes seuls dans la galaxie, si la Terre est la seule planète à avoir jamais abrité une civilisation technologique, alors tous les objets interstellaires que nous repérons seront de simples roches et glaces naturelles, rien de plus. Mais si nous ne le sommes pas, si l'intelligence pullule ou même si elle est modérément rare sans pour autant être absente, alors certains objets interstellaires seront artificiels, sondes, épaves, vaisseaux ancestraux errant dans le vide. Et la question surgit, comment les distinguer? Comment identifier les artefacts parmi le bruit de fond naturel? La réponse de l'eau réside dans une approche méthodique. Il faut scruter chaque objet interstellaire avec minutie. Mesurer leurs caractéristiques, suivre leur parcours, détecter les irrégularités, et dès qu'un élément détonne masse anormale, trajectoire décalée ou composition chimique suspecte, il convient d'examiner de fond en comble,
car rater un authentique visiteur technologique figurerait parmi les erreurs les plus graves que l'humanité pourrait commettre. L'Atlas, avec sa masse de 33 milliards de tonnes et ses autres bizarreries, incarne précisément le genre d'objet qui mérite une telle enquête approfondie. Il n'est pas franchement naturel. Il n'est pas non plus évidemment technologique. Il oscille dans cette zone grise où l'incertitude règne des deux côtés. Et cette ambiguïté, Arglo, justifie à elle seule une surveillance accrue. Chapitre 7. Plongée vers le Soleil. Le 29 octobre. C'est la date pivot sur laquelle tout repose. C'est le moment où l'Atlas atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil, et où il se dérobe à la vue, masqué par notre étoile. Selon l'eau, ce n'est pas une simple interruption d'observation gênante. Cela pourrait bien représenter l'instant décisif de toute la rencontre. Au périhélie, un objet se trouve au stade de son orbite où l'attraction gravitationnelle solaire est la plus intense. La vitesse culmine. Le virage de la trajectoire est le plus prononcé. Et si l'on vise un ajustement majeur de l'orbite pour décélérer, accélérer ou modifier la direction, c'est le lieu idéal pour agir. Une poussée modeste y produit alors le delta V le plus substantiel. On appelle cela l'effet Hobert, un principe cardinal de la mécanique orbitale que tout ingénieur spatial maîtrise. Habituellement, on exploite l'effet Hobert pour accélérer. On allume les moteurs au pic de vitesse, au plus près d'un corps massif comme le Soleil ou une planète, car l'énergie cinétique injectée y exerce son maximum d'effet. Pionnier, Voyager, toutes les sondes que nous avons lancées vers les confins du système solaire ont recours à des assistances gravitationnelles et des impulsions moteurs programmées au périhélie pour booster leur élan et gagner leur cible. Mais l'effet fonctionne aussi à l'envers. Il permet de ralentir, de freiner, de dissiper la vitesse pour se laisser capturer par la gravité dans une orbite liée plutôt qu'une fuite hyperbolique. Cela s'appelle une manœuvre Hobert inversée. Et c'est précisément la tactique à adopter si l'on souhaite passer d'un survol d'un système stellaire à une installation durable. L'Atlas suit actuellement une trajectoire hyperbolique. Il dépasse la vitesse de fuite. Il va contourner le Soleil et repartir vers l'espace interstellaire. À moins d'un ralentissement au périhélie. Et le calendrier est stupéfiant. Le 29 octobre, quand l'Atlas abordera son périhélie, la Terre se tiendra pile à l'opposé du Soleil. Nous serons en conjonction solaire. L'étoile se dressera droit entre nous et l'Atlas, son éclat noyant toute tentative d'observation. Les télescopes au sol ne percevront rien. Même les instruments spatiaux comme Hubble ou James Webb, insensibles au jour, peineront face à la couronne solaire et à la luminosité qui rendent quasi impossible l'imagerie près du disque stellaire. L'eau qualifie cela de poste d'observation camouflé. Si l'on concevait une trajectoire autorisant une correction de cap à l'insu de tous, ce serait celle-là. On arriverait au périhélie pile quand la planète aux télescopes les plus sophistiqués et au plus vif intérêt pour vous pister se trouve de l'autre côté de l'étoile. Et l'on exécuterait sa manœuvre sous le radar. Est-ce prémédité? Intentionnel? Ou simplement un hasard de plus dans une série interminable de coïncidences? Si l'on modifie légèrement la vitesse de l'Atlas et qu'on décale son arrivée au périhélie de quelques jours ou semaines, la probabilité que la Terre se trouve du côté opposé du Soleil à cet instant précis reste faible. Pas impossible, certes, mais faible. Peut-être une chance sur 20, selon la méthode de calcul adoptée. Encore une coïncidence invraisemblable empilée sur toutes les autres. Ce qui rend cet événement particulièrement marquant, c'est le suivant. Si Atlas effectue une correction de trajectoire le 29 octobre, si elle active ses propulseurs ou un système de freinage pour se placer en orbite autour du Soleil, nous ne le saurons pas sur le champ. Ce n'est que des semaines plus tard, lors de sa réapparition de derrière le Soleil fin novembre ou début décembre, que nous pourrons recalculer son cheminement. À ce moment-là, si l'orbite a été modifiée, si Atlas n'est plus en fuite vers l'extérieur mais en ellipse confinée au système solaire, nous comprendrons qu'un ajustement a eu lieu. Nous saurons qu'une manœuvre s'est produite, sans pour autant en connaître la date exacte, la méthode employée ou le type de propulsion utilisé. Ne nous restera que l'avant et l'après, la trajectoire entrante et sortante. Selon l'eau, si Atlas parvient à se stabiliser ainsi, si elle passe en orbite liée, elle pourrait alors se diriger vers la Terre en un temps relativement court. Le calendrier qu'il évoque prévoit un rapprochement maximal avec notre planète fin novembre ou début décembre. Pas au point d'une collision, Atlas restera à des millions de kilomètres, mais suffisamment près pour nous offrir une observation bien plus détaillée qu'aujourd'hui. Et cela soulève inévitablement la question des motivations. Si Atlas est d'origine technologique, si c'est une sonde ou un engin spatial, quel en serait l'objectif?
Pourquoi opter pour une présence prolongée dans le système solaire plutôt qu'un simple survol? Une hypothèse est l'observation. Une sonde conçue pour explorer des planètes habitables chercherait à s'attarder. Elle se placerait à une distance idéale pour capter les émissions radio, repérer les signes d'activité industrielle, suivre les déplacements de vaisseaux et de satellites. Elle accumulerait des données sur des mois ou des années, afin de dresser un portrait exhaustif de la société détectée. Une autre option pourrait être la collecte de ressources. Le système solaire regorge de matières précieuses, glace d'eau sur les comètes et les lunes, astéroïdes riches en métaux, hélium-3 dans les atmosphères des géantes gazeuses. Une civilisation avancée pourrait dispatcher des sondes pour inventorier ses biens et ses systèmes stellaires, en vue d'exploits futurs. Ou encore, l'intention pourrait être défensive. Une sonde repérant des indices technologiques, des preuves de vie intelligente, pourrait être programmée pour les neutraliser avant qu'ils ne deviennent une menace. C'est le scénario de la « forêt sombre » auquel l'eau fait allusion, l'idée que se révéler à d'autres civilisations est risquée, car leurs intentions restent imprévisibles. La stratégie la plus sûre consisterait donc à éliminer toute intelligence naissante avant qu'elle ne puisse contre-attaquer. L'eau précise avec soin qu'il ne prédit rien de tel. Il n'affirme pas qu'Atlas soit une arme ou que nous soyons en péril imminent. Mais il insiste, si nous décelons une origine technologique, il faut examiner toutes les hypothèses, y compris les hostiles. On ne peut présumer une bienveillance automatique. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que nous disposerons d'un délai d'alerte. Si Atlas s'installe dans le système solaire, si elle se capture en orbite et pivote vers la Terre, nous la verrons approcher. Nous aurons des semaines ou des mois pour l'observer, tenter d'établir un contact, décrypter ses actions et ses desseins. C'est radicalement différent d'une arrivée surprise sans marge de manœuvre. Toutefois, cette période d'observation sera limitée. De fin novembre, quand Atlas réapparaîtra, jusqu'à fin décembre pour son passage le plus serré près de la Terre, nous aurons au mieux 4 à 6 semaines. Et durant cette fenêtre, il faudra surveiller sans relâche. Tous les télescopes, sondes et capteurs disponibles devront être braqués sur elle. L'eau évoque dans son entretien que la sonde Juno de la NASA, en orbite autour de Jupiter, pourrait scruter Atlas lors de son passage proche de la planète en mars 2026. L'engin JUICE de l'ESA fournira des données en novembre. Les orbiteurs martiens la suivront début octobre. Il est impératif de coordonner ces instruments, d'exploiter les informations, de ne rien laisser passer. Car si le 29 octobre marque un tournant décisif, si c'est le jour où Atlas choisit de demeurer, il faudra anticiper la suite. Et pour l'instant, nous ne sommes pas préparés. Pas de protocole en place. Pas d'entité dédiée à gérer une telle situation. Pas même d'accord sur la gravité de la menace. La déception de l'eau face à cette inertie transparaît nettement dans son interview. Il répète que nous devons aborder cela avec sérieux. Même si les chances sont minces, même à 1% qu'Atlas soit technologique, les conséquences potentielles justifient une mobilisation prioritaire. Il faudrait allouer des moyens, engager des débats au sommet des gouvernements sur les mesures à prendre si un visiteur interstellaire s'avère plus qu'un simple caillou. Et pourtant, la réaction qu'il a reçue de la part des scientifiques a été plutôt méprisante. Des gens qualifiant ces théories d'absurdité. D'autres l'accusant de chercher la gloire. Certains soutenant que même évoquer l'hypothèse d'une technologie extraterrestre nuit à la réputation de l'astronomie sérieuse. Pourtant, la riposte de l'eau est directe, la science doit s'appuyer sur les preuves, pas sur des préjugés. Et les indices autour d'Atlas, bien qu'ils ne soient pas définitifs, sont suffisamment intrigants pour justifier une enquête approfondie. La trajectoire est atypique. La masse dépasse les estimations habituelles. Le moment choisi semble trop parfait. L'aspect visuel présente des anomalies. Chacun de ces éléments pourrait s'expliquer isolément, mais ensemble, ils forment un ensemble qui mérite d'être scruté. Et ce passage au périhélie le 29 octobre, caché derrière le Soleil, marquera le début des révélations. Si Atlas réapparaît fin novembre sur la même voie de sortie qu'à l'entrée, il s'agit sans doute d'une simple comète. Bizarre, à coup sûr, mais fondamentalement naturel. On pourra tous souffler. En revanche, s'il sort sur une orbite modifiée, s'il ne s'éloigne plus, alors on saura qu'un événement hors du commun s'est produit. À ce moment-là, la question de savoir si Atlas est d'origine naturelle ou artificielle deviendra bien plus pressante. Chapitre 8. Anticiper les deux options. L'eau soulève un aspect dans l'entretien qui passe souvent inaperçu, mais qui est essentiel. Il déclare, il pourrait venir nous secourir ou nous anéantir.
Mieux vaut nous préparer aux deux cas et confirmer que tous les objets interstellaires ne sont que des astéroïdes. Cette phrase résume sa vision globale sur la façon d'accueillir les visiteurs d'ailleurs, sans optimisme naïf, sans terreur irrationnelle, mais via une observation méthodique et une ouverture à l'ensemble des scénarios envisageables. Le cas du Sauveur est celui qui vient d'abord à l'esprit quand on pense au premier contact. Une civilisation avancée, capable de voyages interstellaires, aurait vraisemblablement résolu les périls qui menacent les espèces en développement. Pénurie de ressources, effondrement écologique, guerre suicidaire. Il vivrait dans une ère d'abondance, sans violence, éclairée au-delà de notre compréhension. Et il pourrait nous transmettre ce savoir. Des avancées technologiques, médicales, des réponses à nos dilemmes actuels. C'est une perspective encourageante. Une diplomatie à la Star Trek, un échange serein de concepts entre peuples. Et ce n'est pas exclu. Si l'intelligence pullule dans l'univers, si les civilisations technologiques émergent souvent, alors certaines d'entre elles évoluent sans doute vers des voies bienveillantes. Elles surmontent leurs instincts destructeurs. Elles forgent des sociétés stables et pacifiques, et tendent la main aux plus jeunes avec de l'aide plutôt que des menaces. Mais le scénario du destructeur est tout aussi crédible sous un certain angle. C'est là que la théorie de la forêt sombre entre en jeu, même si l'eau évite d'insister trop dessus dans l'interview. L'idée de base est la suivante, l'univers dispose de ressources limitées. Étoiles, planètes, matières premières, énergie. Si la vie intelligente est répandue, la rivalité pour ces biens est inévitable. Et face à une autre civilisation, un dilemme fondamental surgit. On ignore ses desseins. On ne sait pas si elle est pacifique ou hostile. On ne sait pas si elle cherchera à s'approprier les ressources ou à vous éliminer par précaution. Dans ce contexte, la tactique la plus sûre pourrait consister à frapper en premier, à anéantir toute civilisation naissante détectée avant qu'elle ne devienne une menace. Pas par cruauté, mais par pur calcul rationnel d'autopréservation. C'est un raisonnement sombre, mais pas dénué de logique. L'eau ne valide pas ce tableau. Il ne prétend pas que c'est ce qu'il anticipe, mais il insiste, on ne peut l'écarter. Si Atlas est une sonde, si c'est un artefact technologique, on ignore qui l'a conçu ou quelle directive il suit. Il pourrait s'agir d'un explorateur amical ou de quelque chose de bien plus sinistre. C'est pourquoi il met l'accent sur la préparation. Il faut être prêt pour les deux éventualités. Il faut établir des procédures pour dialoguer si le visiteur est bien intentionné, et pour se protéger s'il ne l'est pas. Le problème, c'est qu'on n'est prêt pour aucun des deux. On n'a pas de procédure commune pour émettre des signaux vers une intelligence extraterrestre. Pas de consensus mondial sur le message à diffuser ou sur le porte-parole de l'humanité. Et on n'a certainement aucune défense contre une menace technologique supérieure si elle se concrétise. Nos armes les plus redoutables, les missiles nucléaires, seraient inutiles face à un objet de la taille d'Atlas. Même si on parvenait à l'intercepter ou ce qui est impossible à sa vitesse, pulvériser un corps de 20 km ne ferait que générer des milliers de débris plus petits, toujours en route de collision, aggravant ainsi la situation au lieu de la résoudre. Et si Atlas dispose d'une propulsion, s'il peut changer de cap, le viser devient encore plus ardu. Une cible mouvante qui esquive est presque impossible à atteindre avec nos armements actuels. Il nous faudrait des technologies qu'on ne maîtrise pas. Des systèmes dirigés. Les armes à énergie, comme des lasers de haute puissance ou des faisceaux de particules, des dispositifs capables de projeter de l'énergie à la vitesse de la lumière, sans laisser le moindre délai pour esquiver, mais nous n'en disposons pas. Pas à l'échelle nécessaire pour impacter un objet massif, pas avec la puissance requise. Nous sommes à des décennies de ce genre de technologie, au mieux, voire des siècles. Ainsi, si Atlas s'avère hostile, nos choix sont terriblement restreints. Nous pourrions tenter de dialoguer, de négocier, de persuader qui ou quoi que ce soit qui le pilote que nous ne représentons aucun danger. Mais en cas d'échec, nous n'avons plus rien. C'est précisément pourquoi l'eau plaide avec vigueur pour la création d'une organisation internationale dédiée à ces situations, car les décisions à prendre, les mesures potentiellement indispensables ne sauraient être confiées à des nations agissant isolément. Elles exigent une coordination. Elles appellent une réaction unifiée de l'humanité tout entière. Il établit des comparaisons avec d'autres défis planétaires. Le changement climatique impose une collaboration internationale, puisque les émissions d'un pays impactent la planète entière. La prolifération nucléaire réclame des traités et une surveillance, car un État voyou armé menace tout le monde. Les pandémies nécessitent des réponses sanitaires coordonnées, les maladies ignorant les frontières. Un visiteur interstellaire, pacifique ou belliqueux,
constitue un enjeu encore plus primordial. Ce n'est ni un problème humain ni national. C'est un problème terrestre, et il requiert une riposte terrestre. Or, pour l'instant, nous manquons de la structure institutionnelle adéquate. L'Organisation des Nations Unies compte des comités sur l'exploration spatiale et la défense planétaire. Mais ils se concentrent sur les astéroïdes et les débris orbitaux, pas sur les visiteurs interstellaires. Aucune instance n'est chargée spécifiquement de surveiller les signatures technologiques ou de coordonner les réactions face à des scénarios de contact potentiels. L'eau suggère que cela doit évoluer. Il faut une entité dotée de l'autorité et des moyens pour suivre les objets interstellaires, les examiner à la recherche d'indices technologiques, et formuler des avis sur la conduite à tenir. Elle devrait être internationale, avec des représentants des grandes puissances spatiales et des contributions de la communauté scientifique. Et elle doit disposer de protocoles clairs, d'arbres décisionnels. Si nous repérons cette signature, nous procédons ainsi. Si nous constatons ce comportement, nous passons à ce niveau de réaction. Sans ces directives, nous avançons à l'aveugle. Nous improvisons au fur et à mesure. Et face à un événement aussi crucial que le premier contact avec une intelligence extraterrestre, improviser est une voie assurée vers la catastrophe. Lowe insiste aussi sur l'importance de la vérification. Il affirme qu'il convient de confirmer que tous les objets interstellaires ne sont que des roches. Pas de présumer, mais de vérifier. Cela implique une observation minutieuse, la mesure de leurs caractéristiques, la détection d'irrégularités, et lorsqu'on repère quelque chose d'atypique, une enquête approfondie plutôt que de l'écarter. C'est là que son échelle Lowe entre de nouveau en lice. Chaque objet interstellaire reçoit une note de 0 à 10 selon le nombre de traits inhabituels qu'il présente. Et tout ce qui dépasse 5 déclenche une campagne d'observation internationale coordonnée. Tous les télescopes disponibles, tous les engins spatiaux à proximité. Effort maximal pour décrire l'objet et en déterminer la nature. Pour Atlas, cette opération devrait déjà être en cours. Nous devrions mobiliser des dizaines de télescopes pour le suivre. Nous devrions synchroniser les données des orbiteurs martiens, de JUICE, de Juno. Dès qu'il s'approchera suffisamment, nous devrions collecter et analyser les informations en temps réel, à l'affût de tout indice que Atlas se comporte d'une manière incompatible avec un objet naturel. Pourtant, d'après ce que décrit Lowe, cela ne se produit pas vraiment. Il y a des observations, bien sûr, des équipes isolées utilisant Hubble, Webb et des télescopes terrestres, mais aucune campagne unifiée, aucune direction centrale, aucun effort systématique pour trancher sur la véritable identité d'Atlas. Une partie du souci réside dans le fait que la plupart des astronomes sont persuadés qu'il s'agit simplement d'une comète. Ils voient la chevelure, la queue, les dégazages, et en déduisent qu'il est naturel. Affaire classée. Et une fois cette idée fixée, il n'y a plus de motivation à poursuivre les relevés. On passe à l'objet suivant. Mais Lowe conteste cette clôture hâtive. Oui, Atlas présente des aspects cométaires, mais il arbore aussi des particularités qui ne collent pas tout à fait. La trajectoire, la masse, le timing, la composition chimique. Ces irrégularités ne s'évaporent pas du simple fait qu'on ait repéré une queue. Elles persistent. Elles demandent des éclaircissements. Et tant que nous n'avons pas d'explication solide, tant que nous ne pouvons pas tout ramener à des processus naturels, nous ne devrions pas boucler le dossier. Nous devrions continuer à surveiller, à quantifier, à interroger, car le prix d'une erreur rejeter un visiteur technologique authentique comme une comète de plus haut est impossible à mesurer. Nous raterions l'occasion d'apprendre d'une civilisation avancée. Nous raterions la possibilité d'établir un contact. Nous ignorerions les signaux d'alerte si le visiteur se révélait hostile. La frustration de Lowe est évidente lorsqu'il évoque qu'il a l'impression de crier dans le désert, d'alerter sur un scénario que personne ne semble vouloir considérer avec sérieux. Et il est conscient que s'il voit juste, si Atlas s'avère être plus qu'un simple astéroïde, les gens se retourneront plus tard pour se demander pourquoi nous n'avons pas procédé à des investigations plus approfondies alors que l'occasion se présentait. Chapitre 9, la réaction scientifique. Il est temps d'aborder l'autre face de cette affaire, car les affirmations de Lowe n'ont pas émergé dans un isolement total. Elles ont suscité une vive réaction au sein de la communauté astronomique, et une grande partie de ces réactions a été négative, parfois avec une sévérité marquée. Tom Statler de la NASA, qui occupe le poste de scientifique du programme AY pour les petits corps célestes, figure parmi les critiques les plus virulents. Il a répété à plusieurs reprises que l'ensemble des données disponibles indiquent qu'Atlas est une comète naturelle. Les variations de luminosité, les émissions de gaz, l'apparition d'une queue,
tout cela correspond exactement à ce que l'on attend d'un corps glacé se réchauffant en s'approchant du Soleil. Rien dans les observations n'impose de recourir à une technologie extraterrestre. Statley souligne que les comètes sont par nature imprévisibles. Même celles de notre système solaire adoptent des comportements qui paraissent anormaux jusqu'à ce qu'on en comprenne la physique sous-jacente. Elles s'illuminent et s'assombrissent de façon irrégulière au fur et à mesure que diverses zones de glace se subliment. Elles génèrent des jets qui les propulsent dans des directions inattendues. Elles se fragmentent et se reforment. Ce sont des entités chaotiques et élaborées, et Atlas s'inscrit parfaitement dans ce schéma. La luminosité précoce, qui a conduit à l'estimation initiale d'une taille de 20 km, s'explique par la formation d'une vaste chevelure loin du Soleil. Si Atlas est particulièrement chargé en composés volatiles, des substances qui se sublimant à basse température, il pourrait commencer à émettre des gaz plus tôt que les comètes ordinaires. Cela produirait un nuage lumineux de gaz et de poussière donnant l'illusion que l'objet est plus imposant qu'il ne l'est en réalité. L'alignement de la trajectoire avec le plan de l'écliptique, cette coïncidence sur 500, n'est pas aussi extraordinaire qu'il y paraît si l'on tient compte des biais d'observation. Nous sommes plus enclins à repérer des objets traversant le système solaire interne près du plan orbital des planètes, car c'est là que la plupart de nos télescopes sont orientés. Les objets arrivant sous des angles raides, perpendiculaires à l'écliptique, pourraient franchir le système solaire sans être détectés du tout. Les rapprochements serrés avec plusieurs planètes relèvent eux aussi d'un biais de sélection. Nous repérons les objets interstellaires qui frôlent des planètes parce que ces rencontres sont fascinantes. Nous publions des articles à leur sujet. Nous les désignons du doigt. Ce qui évite tout passage notable près d'éléments saillants pourrait passer inaperçu ou non commenté. Chris Linto, de l'Université d'Oxford, a été encore plus direct dans sa condamnation. Il a qualifié l'hypothèse de technologie extraterrestre de l'eau de pure absurdité. Selon lui, avancer des explications farfelues pour des phénomènes ayant des interprétations naturelles simples relève d'une science défaillante. C'est l'équivalent contemporain de repérer des lumières dans le ciel et de conclure aussitôt qu'il s'agit de soucoupes volantes, sans examiner les causes banales comme les avions, les satellites ou les phénomènes atmosphériques. Linto et d'autres ont rappelé que ce n'est pas la première fois que l'eau avance des théories sur des objets interstellaires comme étant des artefacts aliens. Il avait procédé de même avec Oumuamua en 2017, suggérant que son accélération inhabituelle pouvait s'expliquer par une voile solaire, une fine membrane réfléchissante propulsée par le rayonnement solaire. Cette assertion avait été largement contestée par d'autres astronomes, qui avaient démontré que des émissions de gaz naturel pouvaient tout aussi bien rendre compte de cette accélération. Les critiques dépeignent un schéma récurrent, l'Hubble s'empare de tout objet interstellaire présentant des caractéristiques un peu atypiques pour bondir directement vers l'hypothèse extraterrestre. C'est du sensationnalisme. C'est une quête d'attention qui nuit à la crédibilité des recherches sérieuses sur l'intelligence extraterrestre. Les scientifiques de SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, se montrent particulièrement agacés. Des organismes comme l'Institut SETI se consacrent à la quête de preuves de civilisations aliens, en utilisant des radiotélescopes pour capter des signaux provenant d'autres systèmes stellaires. Ils mènent cette traque avec sérieux. Ils respectent des protocoles stricts. Ils veillent à ne formuler aucune affirmation sans preuve solide. Et voilà que l'Hubble surgit pour proclamer que chaque rocher spatial étrange pourrait être une sonde alien. Du coup, tout le domaine perd en légitimité aux yeux du public. Ceux qui doutent déjà de SETI, qui estiment que la chasse aux extraterrestres gaspille des ressources, invoquent les déclarations de l'Hubble pour arguer que l'ensemble du projet relève de la pseudoscience. L'exaspération de la communauté SETI tient au fait qu'ils s'efforcent de pratiquer une science minutieuse et méthodique, et que les spéculations médiatisées de l'Hubble compliquent leur tâche. Il devient plus aisé pour les détracteurs de les balayer, pour les organismes de financement de réduire leurs allocations, pour le grand public de ranger des travaux légitimes au même rang que les théories conspirationnistes sur les ovnis et les astronautes antiques. Pourtant, la réplique de l'Hubble face à ces attaques reste invariable. Il soutient que la science doit être guidée par les données, et non par des inquiétudes sur la réputation ou la notoriété. Si les données indiquent qu'il est essentiel d'examiner tout ce qui paraît étrange, quitte à ce que l'hypothèse nous dérange ou remette en question nos certitudes sur ce qui est probable ou feasible. Il souligne que l'histoire des sciences regorge d'exemples où l'opinion dominante s'est fourvoyée. La dérive des continents a été rejetée comme absurde pendant des décennies avant que les preuves ne deviennent irréfutables. L'idée que des bactéries puissent provoquer des ulcères a été tournée en dérision jusqu'à ce qu'on la valide. Les trous noirs passaient pour des bizarreries mathématiques sans existence physique réelle, jusqu'à ce qu'on commence à les repérer. Dans chaque situation, les partisans de ces théories atypiques ont été attaqués, raillés, accusés de nuire à leur discipline.
Et dans chaque cas, ils avaient raison. Pas parce qu'ils surpassaient en intelligence leurs détracteurs, mais parce qu'ils s'en tenaient aux faits plutôt qu'aux dogmes majoritaires. Lowe se range dans cette lignée. Il n'affirme pas une vérité absolue. Il ne prétend pas qu'Atlas soit indubitablement une technologie extraterrestre. Il insiste sur son caractère aberrant, qui justifie une enquête approfondie, sans écarter l'option juste parce qu'elle paraît improbable. Et il avance un raisonnement pratique. Même si la chance qu'Atlas soit d'origine technologique n'atteint que 1%, les conséquences seraient si majeures qu'il faut la considérer au sérieux, car si on se trompe, si on la balaie comme une comète et qu'on rate un contact authentique avec une intelligence alienne, ce serait une erreur irréversible. L'objet s'éloignera, l'occasion filera, et l'humanité passera le reste de son existence à spéculer sur ce qu'elle a laissé échapper. À l'inverse, si on procède à une analyse rigoureuse et qu'on détermine qu'il s'agit de quelque chose de naturel, on n'aura perdu que du temps d'observation télescopique et des efforts de recherche. Le prix d'une fausse alerte, soit d'étudier un phénomène naturel comme s'il pouvait être artificiel, reste négligeable. Celui d'un faux négatif, soit de rater un artefact technologique en le rangeant parmi les phénomènes naturels, est colossal. Cette disparité, selon Lowe, doit orienter notre méthode. Il faut pencher pour l'exploration. Il convient d'inspecter avec minutie chaque visiteur interstellaire, particulièrement les plus singuliers, et de les déclarer naturels seulement après avoir écarté les autres pistes. Pourtant, la communauté scientifique établie ne partage pas cette vision. Elle considère les ressources comme limitées, le temps d'observation comme précieux, et refuse de les dilapider en poursuites fantaisistes. Si un objet ressemble à une comète, se comporte comme une comète et offre une explication naturelle simple pour ses caractéristiques, alors c'en est une. Passons à autre chose. Le débat se résume en fait à des visions opposées sur le fonctionnement de la science. Faut-il rester prudent, en se cramponnant aux théories validées jusqu'à preuve du contraire? Ou faut-il adopter une approche ouverte, en explorant des scénarios inhabituels même quand des réponses classiques existent? Lowe penche nettement pour l'ouverture. Il préférerait disséquer 100 objets naturels comme s'ils étaient potentiellement technologiques sans rien dénicher plutôt que de louper un seul cas authentique par excès de hâte. Ses opposants adoptent une posture plus circonspecte. Ils exigent des preuves solides avant d'envisager des idées farfelues. Et pour rendre justice aux critiques, ils marquent un point. Affirmer qu'un objet interstellaire relève d'une technologie alienne constitue une allégation exceptionnelle. Elle bousculerait notre perception de la fréquence de l'intelligence dans l'univers. Elle attesterait que nous ne sommes pas seuls. Elle soulèverait des interrogations profondes sur les motifs et les aptitudes de ses créateurs. Les affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Or, jusqu'ici, les indices en faveur d'une origine technologique pour Atlas ne sont pas renversants. Ils sont au mieux intrigants. La trajectoire est atypique, mais pas inconcevable. La masse est élevée, mais compatible avec une comète dense. Les aspects visuels sont curieux, mais explicables. La composition chimique est bizarre, mais dans les limites des variations naturelles. Rien chez Atlas ne crie de manière flagrante à l'artifice. Les sceptiques soutiennent donc qu'il faut opter pour l'hypothèse la plus simple. C'est une comète venue d'un autre système stellaire. Fascinante, assurément méritoire d'étude, mais en définitive un corps céleste obéissant aux lois de la nature. Sans extraterrestre en vue. Cela nous place dans une zone d'ambiguïté. Les données actuelles ne tranchent ni d'un côté ni de l'autre. Atlas pourrait être naturel. Il pourrait être technologique. Nous manquons d'éléments pour trancher. Et cette incertitude est exactement ce qui motive Lowe à réclamer davantage d'observations, de mesures, d'analyses précises. Car la seule manière de clarifier le mystère consiste à accumuler des informations plus fiables. Chapitre 10. Et après? Nous y voilà. Octobre ne fait que commencer. Atlas demeure observable dans le ciel nocturne, même s'il s'estompe en s'approchant du Soleil et que l'éclat solaire s'intensifie. Et durant les 4 prochaines semaines, nous obtiendrons des réponses à nombre de questions qui se sont accumulées tout au long de ce récit. Le 3 octobre marque la première étape clé. C'est ce jour-là qu'Atlas effectue son passage le plus rapproché de Mars, à seulement 29 millions de kilomètres de la planète rouge. Le Mars Reconnaissance orbité de la NASA sera paré, sa caméra en hauteur braquée sur le visiteur interstellaire. La netteté devrait suffire à distinguer le noyau de la chevelure environnante, nous offrant la vision la plus nette à ce jour du vrai aspect d'Atlas en son cœur. Si Iris détecte un noyau dépassant 5 km, s'il valide que l'objet s'approche des 10 ou 15 km,
cela renforce l'hypothèse de l'eau sur le dilemme de la masse totale. Un corps imposant mais relativement peu dense, résistant aux perturbations dues à la dégazage, commence à ressembler moins à une comète naturelle qu'à une entité dotée d'une architecture conçue. En revanche, si le noyau est modeste, de quelques kilomètres seulement ou moins, l'estimation de masse à 33 milliards de tonnes pourrait nécessiter une révision. Peut-être que la technique employée pour le calcul recèle des biais systématiques. Ou bien la dégazage est plus inégal que prévu, générant une poussée qui s'annule de manière que nous n'avons pas envisagée. Un petit noyau ramènerait Atlas vers l'explication d'une comète ordinaire. Les sondes Mars Express et Trace Gas Orbité DSA ainsi qu'ExoMar observeront aussi Atlas lors du survol de Mars. Elles recourront à des spectromètres pour décortiquer la composition de la chevelure, à la recherche de molécules révélant l'origine d'Atlas et sa constitution. Plus de dioxyde de carbone, davantage de cyanure, ou une surprise inattendue. Chaque donnée enrichit le tableau. Et il existe cette éventualité, faible mais tangible, qu'Atlas libère un élément durant l'approche de Mars, une sonde mineure, un atterrisseur, n'importe quoi qui se détache du corps principal pour corriger sa trajectoire vers la planète. L'eau a estimé que la vitesse d'éjection requise ne serait pas extrême, juste quelques kilomètres par seconde de la Terre, on ne le repérerait sans doute pas. L'objet serait trop minuscule, trop discret, mais les orbiteurs martiens pourraient le capter, surtout s'ils manœuvrent activement. Est-ce probable? Non, quasiment exclu. Pourtant, c'est le genre d'événement à surveiller, car si cela se produit, si un fragment se sépare d'Atlas et file vers Mars, ce serait révolutionnaire. Ce serait la preuve d'une technologie que aucun processus naturel ne saurait justifier. Après le passage près de Mars, Atlas poursuit sa route vers l'intérieur. Tout au long d'octobre, il se rapproche du Soleil, s'illuminant dans le ciel, mais devenant plus ardu à scruter à mesure qu'il s'approche de l'éblouissement solaire. Les télescopes terrestres le perdront de vue vers la mi-octobre. Ceux en orbite spatiale tiendront peut-être un peu plus, mais même eux peineront quand Atlas se trouvera à quelques degrés du Soleil vu de chez nous. Puis vient le 29 octobre. Le périhélie, l'instant décisif. Atlas atteint son point le plus proche du Soleil, à environ 1,4 unités astronomiques, juste à l'intérieur de l'orbite martienne. Et il se situe du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre, masqué, invisible. Si Atlas effectue une manœuvre, c'est là que cela se passerait. Ce moment idéal pour un freinage rétrograde. En exploitant la gravité solaire pour booster l'effet d'un système de propulsion, une modeste altération de vitesse au périhélie suffirait à passer d'une trajectoire hyperbolique d'échappement à une orbite elliptique captive. On ne le verra pas se produire. On ne détectera pas la manœuvre en direct. On ne saura qu'après, quand Atlas réapparaîtra de derrière le Soleil fin novembre et qu'on recalculera son parcours. Si la trajectoire a muté, si ce n'est plus une fuite, cela indiquera qu'un événement majeur s'est déroulé. Novembre inaugure une nouvelle ère d'observation. La sonde JUICE de l'ESA, en chemin vers Jupiter mais encore assez près du Soleil, disposera d'une vue privilégiée sur Atlas sortant de la conjonction solaire. JUICE scrutera avec divers instruments, caméras, spectromètres, détecteurs de particules. Les infos n'arriveront pas tout de suite, car JUICE est loin de la Terre et utilise une antenne à faible débit. Mais d'ici février 2026 sans doute, on obtiendra des mesures précises de cette phase. Si Atlas s'active vivement post-périhélie, si la dégazage s'intensifie ou si des fluctuations de luminosité inhabituelles surgissent, JUICE pourrait les saisir. Et si des indices d'activité artificielle apparaissent, des irrégularités inexplicables par les mécanismes cométaires naturels, c'est là qu'on les repérerait. Fin novembre et début décembre marquent l'approche minimale d'Atlas à la Terre. Pas une collision serrée, non, on parle de 1,8 unités astronomiques, soit environ 170 millions de miles, mais suffisamment près pour que nos meilleurs télescopes jouissent d'une perspective idéale. Hubble, Webb, les observatoires au sol équipés d'optiques adaptatives, tous viseront Atlas, collectant des données sur plusieurs longueurs d'onde. C'est l'opportunité rêvée pour le décrire en détail, pour jauger sa période de rotation, sa forme, sa make-up chimique, et traquer toute bizarrerie qui détonne du modèle cométaire. Puis Atlas repart. Il file au-delà de la Terre, direction l'orbite de Jupiter. En mars 2026, la sonde Juno de la NASA l'examinera lors de son passage près de Jupiter. Une autre chance pour des relevés à courte distance, voici une seconde opportunité pour repérer un détail qui nous aurait échappé auparavant. Ensuite, Atlas pourrait quitter le système solaire, poursuivant sa trajectoire hyperbolique vers l'espace interstellaire, ou bien rester, en orbite autour du Soleil selon la voie qu'il a tracée au périhélie. S'il s'en va,
nous le verrons s'éloigner progressivement, jusqu'à ce qu'il devienne trop faible pour être suivi, et nous l'ajouterons à la liste des visiteurs venus d'ailleurs. Un sujet captivant qui a suscité de curieuses interrogations, mais qui s'avère au final être un phénomène naturel. S'il reste, en revanche, tout bascule. Un objet interstellaire qui s'intègre durablement à notre système solaire, que ce soit par choix ou par hasard, deviendrait un élément fixe. Nous pourrions l'examiner pendant des années, voire des décennies. Nous pourrions y dépêcher des sondes spatiales et, qui sait, il pourrait même réagir si nous tentons d'entrer en contact. Le message central de l'eau tout au long de cet entretien, et dans tous ses écrits sur Atlas, c'est que nous devons nous préparer à ces deux scénarios. Nous devons observer avec attention. Nous devons collecter des données fiables. Nous devons être prêts à agir si l'objet révèle plus qu'un simple rocher, car ce n'est que le début. L'observatoire Vera Rubin est désormais en service, balayant le ciel avec une efficacité sans précédent. Il détecte des milliers de nouveaux astéroïdes. Et parmi ces trouvailles, nous repérons davantage d'objets interstellaires, peut-être un tous les quelques mois, ou plus fréquemment si cela s'avère courant. Chacun représentera une occasion unique, une fenêtre sur la matière d'un autre système stellaire, une leçon sur la formation planétaire ailleurs dans la galaxie, et peut-être, tout simplement, une rencontre avec quelque chose qui n'est pas né de processus naturels. L'eau nous exhorte à adopter une approche méthodique, évaluer chaque objet interstellaire sur son échelle, explorer en profondeur les plus singuliers, sans écarter d'hypothèses sous prétexte qu'elles paraissent improbables. Car l'univers regorge d'imprévus, et la plus grande erreur serait de cesser nos recherches parce que nous croyons déjà tout savoir. Atlas sert de cas d'école. C'est le troisième visiteur interstellaire que nous avons identifié, et de loin le plus polémique. Les débats qui l'entourent, les échanges tendus entre l'eau et ses détracteurs, définissent la manière dont nous aborderons les futures découvertes. Serons-nous prudents, privilégiant les explications naturelles sauf contrainte? Ou bien curieux, en enquêtant méticuleusement tout en gardant l'esprit ouvert? Cette question est essentielle, car elle façonne notre perception. Si nous présumons que tout est naturel, nous filtrerons chaque observation à travers ce prisme et nous raterons des indices technologiques, même s'ils sont là. Mais si nous voyons des extraterrestres partout, nous dépenserons nos ressources sur des pistes erronées et perdrons en crédibilité. Trouver l'équilibre est ardu. Cela exige un bon discernement. Cela implique de suivre les faits plutôt que nos a priori. Et cela demande de l'humilité, en reconnaissant que nous ignorons encore beaucoup, que l'univers pourrait nous stupéfier au-delà de nos rêves. Quoi qu'Atlas se révèle être, comète ou autre chose, il nous a déjà légué une leçon précieuse. Il prouve que les visiteurs interstellaires ne sont pas de simples spéculations théoriques. Ce sont des entités réelles que nous pouvons détecter et analyser. Et certains possèdent des caractéristiques assez étranges pour nous faire douter de nos certitudes. Cette remise en question, cette envie d'examiner les anomalies au lieu de les balayer d'un revers de main, voilà l'essence de la science. Pas une adhésion aveugle aux idées extrêmes, ni un rejet automatique. Simplement une observation rigoureuse, des mesures précises et une interprétation honnête des données. Les prochains mois seront décisifs. Le 3 octobre, le 29 octobre, fin novembre, début décembre. Chacune de ces dates apporte de nouvelles informations, de nouvelles vues, de nouveaux fragments du mystère, et d'ici la fin de l'année, nous aurons une image bien plus nette de ce qu'est vraiment l'Atlas III. En attendant, nous observons, nous patientons et nous spéculons. Ceci a été une plongée dans l'un des objets les plus énigmatiques jamais repérés dans notre système solaire, un voyageur interstellaire qui met à l'épreuve nos connaissances et repousse les limites du possible. Que l'hypothèse d'Avis se vérifie ou qu'Atlas s'avère une comète exotique mais naturelle, les interrogations qu'il soulève sont profondes. Nous avons examiné l'analyse de sa trajectoire, les improbabilités statistiques, les estimations de masse, les irrégularités visuelles, les énigmes chimiques. Nous avons écouté les thèses de l'eau et les ripostes de ses opposants. Nous avons imaginé les implications si Atlas était technologique et les actions à mener. L'histoire d'Atlas s'écrit encore. Le 29 octobre approche. Et ce jour-là, quand Atlas passera derrière le Soleil pour y rester ou s'envoler, nous en saurons un peu plus sur notre position dans l'univers. Merci d'avoir partagé cette enquête sur ce mystère avec moi. Si vous avez apprécié cette exploration détaillée, si cette exploration approfondie vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres vidéos dans le même style. L'univers regorge d'énigmes fascinantes, et on n'en est qu'au début de leur révélation. Avant de clore, je tiens à préciser que toutes les idées évoquées reposent sur des infos accessibles au public et des études scientifiques diffusées. L'analyse de ces éléments,
Surtout la théorie de l'eau sur d'éventuelles sources technologiques divise encore les experts. La majorité des astrophysiciens considèrent Atlas comme une simple comète d'origine naturelle, ce qui en fait l'hypothèse la plus crédible. Pourtant, les bizarreries observées sont bien tangibles, les interrogations légitimes, et le débat mérite qu'on s'y attarde. Cultivez votre soif de savoir, levez les yeux au ciel, et gardez en tête que le cosmos nous a déjà ébahis et le fera sûrement encore. Bonne soirée.